Bon, bonjour à tous et à toutes et merci d'être présents pour cette troisième expérience de paysage de la saison 2024-2025. Expérience de paysage qu'on a intitulée « Explorer les pratiques paysagistes ». On voulait effectivement donner à voir finalement et de manière très concrète la diversité des pratiques paysagistes contemporaines. Et pour ce faire, on a fait un peu une hypothèse peut-être un peu bizarre, c'était peut-être pas la bonne, mais d'inviter des jeunes paysagistes, des jeunes praticiens, peut-être afin qu'ils nous montrent toute la diversité des objets, des problématiques sur lesquelles ils travaillent, et peut-être des nouvelles manières de travailler toutes ces questions-là. Et ce qu'on a voulu, donc on a fait le pari de la diversité des pratiques et aussi de la diversité des statuts, j'allais dire. Il y a des gens, il y a des paysagistes qui travaillent dans des associations, donc ont des contrats doctoraux, d'autres qui ont plein de statuts différents. C'était aussi une manière d'ouvrir un peu cet éventail des pratiques telles qu'on voulait les montrer de manière très concrète. La manière dont ça s'organise, c'est une table ronde où on a posé 5 questions préalables à tous nos intervenants. 5 ou 6, je ne sais plus, 5 ou 6 questions préalables, et ils vont chacun répondre de manière personnelle et à partir de leur pratique à ces questions-là. Et sur cette base-là, on fera une petite discussion tous ensemble. Et voilà, en gros, pour la table ronde d'aujourd'hui, les expériences de paysage, c'est des rencontres régulières qui se font en collaboration avec la FFP, avec l'ENSAP, avec la FFP Nouvelle-Aquitaine et le CUE 33. Et dans cette perspective-là, je voulais excuser Élodie Vouillon, qui est la directrice du CUE 33 et qui co-organise avec nous et les agents du CUE 33 ces conférences. Et elle n'a pas pu venir parce qu'aujourd'hui, il y a un plan de licenciement assez important au CUE 33. Donc on voulait, en tant que partenaire, s'associer à refus de ces coupes budgétaires. Et on voulait aussi vous signaler que vous pouvez consulter la pétition qui est en ligne depuis quelques jours et la signer éventuellement si vous êtes d'accord avec les propos qui sont dans cette pétition. Merci. Et bon, après cette introduction, je vous laisse à nos discussions. Et merci à Chris Pividori de commencer. Merci Rémi, merci pour l'invitation. Ah, j'ai vu des gens qui voulaient applaudir, vous pouvez y aller, ouais, peut-être. Ouais, du coup je m'appelle Chris Pividori et moi je vais vous parler d'une expérience qui est particulière comme toutes les autres, mais de doctorat en architecture et paysage. Je suis sorti de cette école, j'ai été diplômé en 2018 et j'ai effectivement commencé un doctorat, on va dire 6 mois après, le temps de trouver un financement, donc un contrat doctoral. Et j'ai été financé pendant quelques années, 3 ans, entre 3 et 4 ans, avec une prolongation liée au Covid. Et j'ai pu tenter de traiter une question dans ce temps. J'y suis pas arrivé parce qu'en fait je suis encore en train de la faire. Et donc j'ai axé mon travail sur les pratiques paysagistes et sur un prisme un peu plus particulier qui est celui de l'éthique, ou de la morale, ou des valeurs, ou voilà, des valeurs qui sont portées, et puis de leur, on va dire, de leurs résultats, de leur impact, de l'impact de ces valeurs sur les paysages de la métropole bordelaise, en l'occurrence. Et j'ai introduit plus récemment, ça fait 1 an et demi, une question qui a un peu sauvé ma thèse d'ailleurs. J'ai introduit la question du film. Je vais le développer encore un petit peu après, mais c'est un outil qui m'a permis qui a permis de faire rebondir la thèse à un moment où ça allait plus vraiment, je pense, qui a permis du coup de poser un nouveau protocole qui a redonné un peu de souffle à tout cet exercice qui dure depuis un peu trop longtemps, pour moi en tout cas. Alors on nous a demandé effectivement de présenter la structure.
Bon, dans mon cas, c'est vraiment, c'était un contrat à la base qui était tripartite entre le CNRS, l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux et le laboratoire Passage et le ministère. Donc c'est pas tripartite, le ministère de la transition écologique. C'était son nom à l'époque. Il a changé 5 fois de nom, je crois, en 5 ans, donc j'ai du mal à suivre. Donc voilà les structures pour lesquelles j'ai travaillé et qui m'ont permis d'avoir un petit peu d'argent pendant les 3 premières années pour travailler sur ce sujet. Ensuite, on nous a demandé de parler de nos influences. Et alors là, je me suis permis, ça caresse un petit peu mon ego, mais j'ai une collègue au laboratoire qui a fait une BD sur moi, ce qui est cool. Et qui permet un petit peu de revenir sur cette question des influences, parce que je sais pas, mais la recherche, en tout cas, quand on m'a posé cette question, j'avais du mal à avoir des images qui m'arrivaient en tête, des espèces d'influences, on va dire plutôt picturales ou de projets ou quoi que ce soit, de projets de conception, vraiment avec des choses sur lesquelles se tenir. Et en fait, quand elle m'avait interrogé donc, sur mon parcours pour arriver jusqu'à cette thèse, ce qui est presque la question qu'on nous pose aujourd'hui, je suis revenu finalement à très loin en arrière parce que je me suis souvenu, ou les premiers souvenirs sur lesquels je me suis fixé, c'est ceux de ma mère d'un côté qui m'emmenait dans son laboratoire de recherche. Elle était secrétaire de direction dans un laboratoire de recherche à Mulhouse, plutôt en sciences exactes, en sciences dures, sur les questions textiles. Et mon père, de son côté, qui m'emmenait régulièrement dans son usine pour travailler avec ses écrous, ses vis, ses machins, essayer de faire des mécanismes et des choses comme ça. Donc j'ai imaginé à un moment que ce truc venait à peu près de là. Et après des crises successives dans la manière dont j'ai voulu me former, j'ai commencé par de l'ingénierie mécanique, c'était horrible. Ensuite, j'ai fait 2 ans en fac de droit, c'était horrible. Et du coup, un jour, je ne sais plus si c'est de là que peut-être tout vient, et puis ça permet de raconter aussi un petit peu cette histoire. Peut-être que certains peuvent se retrouver dedans, mais j'avais dû faire sur Internet un espèce de test, quoi, où on met qui on est, qu'est-ce qu'on aime, pourquoi. Et on m'avait dit, ça m'a sorti jardinier, quoi. Voilà. Et donc je m'étais dit, pourquoi pas. Et du coup, j'ai cherché à faire un apprentissage dans une entreprise et je suis retourné en bac pro, donc quelques années en arrière par rapport à ma formation. Et j'ai été dans une entreprise, je peux dire ça, terrible, enfin ISS Espace Vert ou IDVRD pour ceux qui la connaissent. Et donc j'ai passé vraiment 3 années horribles et à l'école ça se passait plutôt bien, ça c'était plutôt cool, mais l'entreprise c'était vraiment affreux pour moi en tout cas. Et par contre ce projet était cool parce que je suis un peu parti du terrain où je faisais des centaines de mètres linéaires de coupe de haies, où j'allais tondre la pelouse dans les centrales d'incinération et d'épuration. Mais j'ai quand même pu, petit à petit, grandir dans ce truc-là, finir dans les bureaux, à faire un petit peu de conduction de travaux. Et surtout, je tombais sur une prof qui m'a dit « Mais non, mais il faut absolument que tu fasses les écoles de paysage, tu vas voir, c'est super. » Donc j'ai passé le concours, j'ai fini ici, c'était cool. Peut-être ma première expérience assez cool en termes de formation. Et donc vous comprenez qu'à chaque fois j'avais un petit peu cette logique de dire ok à ce qui se présentait devant moi, quoi. Donc ok avec l'ingénierie, ok avec le droit, ok avec le jardinage, ok avec cette école. Et il y a Bernard Davas que vous connaissez peut-être, une grande partie d'entre vous, qui m'a dit ce serait cool que tu fasses une thèse, et j'ai dit ok, quoi. Voilà, c'était un petit peu comme ça qu'on en arrive ici. Alors bon, j'avais quand même un sujet en tête parce qu'il y a un exercice ici à l'école. Ça permet aussi de balayer le reste des influences, mais il y a un exercice ici depuis quelques années qui s'appelle le TPR, depuis qu'on est passé du DPLG au DEP. On a assis un petit peu cette question du mémoire de recherche, et on s'est collé sur le système LMD, donc il y a une partie recherche là-dedans. Et donc j'ai fait un TPER où j'ai pu explorer, c'était le tout premier TPER, donc ça a duré 4 mois, je crois, c'était un semestre à l'époque, où j'ai pu commencer à explorer une question qui me taraudait, ou si vous allez voir un petit peu le cheminement, qui était la question qui était celle d'une éthique du paysage, qui avait été abordée par quelqu'un que vous connaissez aussi peut-être, qui est Benjamin Chambellan. En tout cas, il nous avait fait un cours là-dessus, et puis il nous avait un petit peu laissé à la fin miroiter ce truc-là. Moi, ça m'avait rendu fou, et j'avais pas eu l'occasion de le traiter, donc le TPER a permis ça, et a tout doucement commencé à transformer cette question de l'éthique du paysage en éthique dans les pratiques paysagistes, et c'est comme ça qu'on retrouve un petit peu mon sujet de thèse. Ensuite, on a peut-être demandé une référence, je ne me souviens plus. Je ne savais pas si c'était une référence perso ou de l'extérieur, donc j'ai plutôt mis une référence de l'extérieur. Parce que vous allez voir, ça va aussi recoller avec la suite de la présentation, mais du coup, c'est un film de Jean Rouch et de Edgar Morin qui s'appelle Chronique d'un été.
et qui a été super pour moi pour deux raisons. La première, on ne le verra pas à l'image, mais vous voyez un petit peu l'idée de Jean Rouch et d'Edgar Morin, c'était dans un premier temps d'aller poser une question à des personnes qui étaient dans leur entourage et puis dans les rues de Paris, qui étaient est-ce que vous êtes heureux ou est-ce que vous êtes heureuse, et de filmer, de partir à l'aventure, de filmer ce truc, et puis ensuite il y a une dernière partie dans le film sur laquelle on pourra revenir si vous voulez, mais où en fait ils se sont posé la question de ce qu'ils avaient vu à l'image, quoi. Donc en fait ils ont reprojeté le film avec toutes les personnes qui avaient participé à ce travail d'enquête, et ils se sont demandé du coup, est-ce que vous avez l'impression que c'est la réalité ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est pas la réalité ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a transformé toutes ces personnes en personnages ? Voilà, c'était des questions qui étaient posées un petit peu comme ça. Donc cette dernière partie, moi, m'a beaucoup inspiré pour mon travail de recherche. On va recoller les morceaux juste après. Et il y a une partie aussi qui m'a intéressé à un moment dans ma thèse, c'est ils interrogent un garagiste qui travaille chez Renault. Ils lui demandent donc est-ce que vous êtes heureux ? Et ce garagiste lui répond pas du tout, j'ai vraiment une vie de merde. Et il explique quand même qu'il arrive à rendre sa vie un peu plus intéressante parce qu'il travaille au black. Et donc il arrive à se faire un petit peu d'argent à côté. Et il s'avère que moi, ce qui m'a intéressé dans cette scène, c'est qu'il y avait sa copine ou sa femme juste à côté de lui. Et en fait, qui lui a tapé dans le bras ou tapé dans l'épaule en regardant la caméra. Et donc pour lui dire, il ne faut pas dire ce genre de choses, on est en train de passer devant une caméra, quoi. Et donc moi, ce geste... d'une certaine manière, il a encore une fois un peu sauvé ma thèse parce que, je vais y revenir, mais il y a eu plusieurs étapes et j'avais du mal à coller à une réalité, en tout cas ce que je pensais être une réalité que je cherchais, mais mes différents protocoles m'amenaient toujours vers une espèce d'impasse, d'illusion biographique ou d'illusion, peu importe. Et ce truc-là, là, ce coup de coude avec le regard vers la caméra, m'a fait dire que peut-être c'était un exercice qui permettait d'accéder à une autre forme de réalité. Donc j'y reviens juste après, mais je vous repasse un petit peu les outils qu'on nous a demandé, du coup je les repasse un petit peu dans l'ordre. Je vais essayer de vous mettre des images qui donnent un peu envie, parce que la recherche c'est pas toujours simple, mais le premier outil que j'ai utilisé moi, c'est le travail d'enquête, avec un travail d'enquête un peu particulier qu'on appelle le récit de vie professionnelle. L'idée c'est tout simplement d'aller voir des gens et de leur dire c'est quoi votre métier, comment est-ce que vous l'imaginez. Et si possible, parce que moi j'avais fait émerger un certain nombre de projets qui m'intéressaient sur la métropole, parlez-moi de ce projet, quoi. Et donc je vous ai mis deux choses, un document qui n'est pas le mien, parce que mes documents, j'ai pas trop le droit de les diffuser pour l'instant, mais je le trouve super parce que ça se passe à Mulhouse et que je viens de Mulhouse, et que c'est quelqu'un qui vend une saucisse halal à une personne, et du coup il y a une espèce de geste très simple, et c'est une chercheuse qui s'appelle Lorenza Mondada, qui en fait... Nous, quand on fait du récit de vie, quand on fait un travail d'enquête, on a une étape qui est toujours un petit peu chiante, qui est celle de la transcription. On transcrit en fait l'enquête sous forme de texte, et en fait, c'est toujours difficile, je trouve, de rentrer dedans parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Et là, c'est une transcription qu'on appelle sociolinguistique, où en fait, on va mettre un tas d'informations dessus sur des gestes, sur des choses qui sont faites pendant les gestes, sur des temps de pause, sur des arrêts. Et en fait, tous ces trucs-là, j'ai l'impression qu'une fois qu'ils sont mis bout à bout, on peut associer de l'image aussi, on le voit ici, en précisant un certain nombre de choses, en faisant des zooms, etc. Et j'ai l'impression que là, tout doucement aussi, on commence à avoir un objet qui nous permet d'appréhender une forme de réalité encore que moi, je cherche, quoi, continuellement. Et là, on a un outil juste à côté qui crée des formes de trucs un peu artificiels, mais assez intéressants. On balance en gros une transcription dans cet outil-là qui a été créé par des universitaires, et ça nous... lis les mots entre eux. Ça fait 5 minutes ? Il me reste 5 minutes, c'est pareil, ouais. Et ça lit les mots entre eux quand ils sont proches, on va dire, dans la discussion. Et en plus, ça crée, vous voyez, bon, il y a plusieurs niveaux d'information, mais il y a par exemple le mot qui apparaît en plus grand s'il est plus utilisé. Et les traits entre les mots apparaissent plus ou moins épais en fonction de leur lien, quoi. Et donc ça permet un petit peu de retracer une espèce de logique, on va dire, de discours. Qui moi me semblait permettre en tout cas de rentrer dans ce que les paysagistes tentaient de me raconter sur eux, tentaient de faire émerger peut-être de manière plus prégnante à certains moments, et donc on commençait à avoir des choses, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais des paysagistes qui vont parler plutôt de nature, des paysagistes qui vont parler plutôt de projet. On ne sait pas ce qu'il y a derrière le mot projet, mais qui vont partir plutôt de projet ou de spatialisation ou de dessin, etc., quoi. Donc ça, c'est une espèce de première carte un petit peu mentale de ces discours.
qui m'ont posé plus de questions, qui m'ont apporté des réponses, parce qu'ensuite il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le mot projet, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière certaines liaisons entre des mots. Voilà. Mais c'est des outils en tout cas que nous on utilise dans ces contextes. Ensuite, donc je vous en ai parlé très vaguement, mais du coup ce premier espace là de travail sur l'enquête a abouti, d'après moi, à ce que j'ai appelé une forme d'illusion biographique. Ça veut dire qu'en gros, quand on rentre dans un discours, en fait, on raconte un petit peu ce qu'on veut, quoi. Pour nous, chercheurs, chercheuses, c'est hyper difficile ensuite de détricoter pour savoir quelles ont été les vraies informations, les choses qu'on ne nous a pas cachées, les liens qui ont été faits mais qui n'auraient peut-être pas dû. Et donc voilà, on se crée, quand on raconte notre vie, on crée une espèce d'illusion, on remet des éléments dans des sens différents, dans l'historique. Bon, tout ça, ça embrouille un petit peu le truc. Et donc moi, je me suis dit, il faut que je trouve absolument un protocole qui me permette de rééclaircir cette illusion biographique. Et comme un bon paysagiste, peut-être, je me suis dit que de retourner sur le terrain, c'était pas plus mal. De retourner donc sur les projets de ces paysagistes pour qu'ils me le racontent, mais sur place, quoi. Et avec l'idée que comme cette personne qui donnait un coup de coude à son copain ou à son mari sur la voiture, que je puisse accéder en fait à des réactions un petit peu charnelles sur le terrain, quoi, qui remettent un petit peu en bascule cette éthique paysagiste. Savoir s'il s'énerve contre quelqu'un, s'il s'énerve contre quelque chose, si le projet a changé en 10 ans et que du coup il y a un élément qui vient les perturber, ou alors confirmer certaines choses. Voilà. Et donc il y a un petit peu cette logique de parcours commenté. Donc on s'est baladé, moi j'ai pris une caméra et j'ai filmé tout ça. Excuse-moi Chris, juste pour être sûr de comprendre, ton objet d'étude c'est les paysagistes. Ouais. Tu travailles uniquement, tu interviews des praticiens. Ouais, exactement. Avec comme support du coup des projets en particulier, quoi. J'ai quasiment fini, hein, ouais, de toute façon. Du coup là je mets un bout de... Ça vous dira pas grand chose, mais du coup j'ai abouti à un certain nombre de préceptes, moi, pour ma pratique de réalisateur, je sais pas si on peut vraiment dire ça, ou en tout cas de chercheur qui fait du film. Et donc ce truc-là passe par plein de choses, quoi. Donc je suis allé étudier, et c'est ce qui est merveilleux dans la recherche. J'ai passé quasiment 1 an à aller étudier ce qui se passait dans la vidéo, ce qui se passait dans le cinéma, plus particulièrement dans le cinéma documentaire, pour aller chercher des histoires de rythme, savoir qu'est-ce qu'on faisait d'une caméra qui bouge, savoir qu'est-ce qu'on fait de mon souffle qui s'accélère quand je suis en train de monter une pente à vélo, comme ici. Est-ce que je le mets, est-ce que je le coupe, est-ce que ça veut dire quelque chose d'un point de vue géomorphologique, sur l'inscription du territoire ou sur l'inscription du projet que je vais étudier avec les paysagistes. Donc tout ça, c'est l'aboutissement de... Il n'y a pas grand-chose, mais la manière dont les plans défilent, dont la caméra bouge, le choix des sous-titres, qu'est-ce qu'ils racontent, tout ça, ça fait un peu partie de ma démarche. Et c'est l'aboutissement, ça paye pas de mine, mais c'est l'aboutissement de peut-être 1 an de travail, quoi. Parce qu'évidemment, ensuite, il faut tout justifier scientifiquement. Là, on nous a demandé un petit peu avec qui on travaillait. Moi, vous l'avez peut-être pas compris, mais du coup, je travaille beaucoup d'abord avec les paysagistes, plus particulièrement sur ceux qui ont travaillé sur la métropole bordelaise. Je travaille avec les institutions, un petit peu avec l'ENSA, parce que je donne quand même quelques cours ici, notamment sur... du film, en tout cas ça a été le cas pendant quelques années. Ensuite avec les institutions publiques, Bordeaux Métropole beaucoup, la ville de Bordeaux un peu, et ensuite avec tous les acteurs du champ scientifique, quoi, donc d'autres laboratoires, des écoles doctorales qu'on peut rencontrer dans colloques, symposiums, etc. On nous a posé la question de l'avenir, et du coup je finis là-dessus en 1 minute. On nous a demandé du coup d'imaginer vers quoi pouvait tendre un petit peu notre pratique. Donc moi, vous l'avez compris, elle tend vers peut-être ces 3 outils-là que je tente de développer de plus en plus. Donc récit professionnel avec une transcription particulière. Le parcours commenté que je commence à maîtriser, je pense. Et puis cette question du film qui est plutôt centrale. Sur les questions du coup de comment est-ce qu'on peut développer un petit peu tout ça, il y a des grandes questions qui nous sont posées et qui reviennent à un bout de mon sujet de thèse, mais sur l'éthique et la recherche.
qui pose énormément de questions quoi, sur la manière dont on fait de la recherche, sur la manière dont on fait du terrain, et peut-être d'autant plus pour les personnes comme nous qui faisons plutôt de l'enquête sociale, où on va à la rencontre des gens, où on essaie de rendre compte de situations des fois politiques, sociales, écologiques particulières. Donc ça c'est vraiment quelque chose vers lequel j'aimerais m'orienter plus. La photo du milieu c'est juste parce que du coup bénévolement pour l'instant, mais j'essaie aussi de réancrer ma pratique de recherche sur le terrain, donc plutôt en assistance à maîtrise d'ouvrage ou en tout cas pour développer, là c'était plutôt un chantier participatif où on a essayé de redévelopper de la cartographie autour de pratiques qui étaient sur place, des choses qu'on développe quand même pas mal chez nous. Et ça me permet juste de refaire du lien un petit peu avec l'extérieur. Et le dernier, je ne sais pas si vous le voyez, c'est, bon là en l'occurrence c'est un épisode d'un podcast qui s'appelle Les couilles sur la table, qui évoque de manière générale les questions féministes, et puis ça revient peut-être aussi un petit peu à un champ que Zachary, qui présenterait un bout tout à l'heure, avait lui commencé à convoquer dans sa formation ici, qui est celui de la question de genre. Et moi je crois que j'aimerais l'aborder effectivement à un moment dans la question de l'espace public, ça me paraît trop important. Alors la question du genre, c'est une extension sur les masculinités, et je sais plus. Voilà. Je n'ai pas prévu de le présenter, Chris. Par contre, peut-être qu'Elena et Marie qui ont travaillé pas mal dessus, avec moi d'ailleurs aussi un peu, en parleront. Ok, et là, merci beaucoup, Chris. De rien. Alors, bonjour, moi je m'appelle Aïno Alisald. J'ai été diplômée en 2022, donc depuis 2 ans et demi je travaille à l'atelier Jacqueline Hosty et Associés. Je faisais partie de la première promotion de l'ENSAP qui était en CPEP, en cycle préparatoire, et ensuite DEP. Donc j'ai passé 5 ans à l'école, après mon bac. Et voilà, et donc là ça fait 2 ans et demi que je suis à Paris, l'atelier Jacqueline Hosty et Associés. Pourquoi j'ai choisi d'intégrer cette structure? C'est une agence de paysage donc, qui fait de la maîtrise d'œuvre. On est une 30aine de salariés entre Paris et Nantes. Donc pourquoi j'avais choisi de faire de la maîtrise d'œuvre? Alors déjà j'étais rentrée à l'école avec cette idée de travailler dans l'aménagement du territoire et dans la fabrique de la ville. Enfin, c'était des thèmes, même si à la sortie du lycée je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire, ça m'attirait. Et donc j'ai choisi l'atelier Jacqueline Hosty parce que leur méthode un peu du sur-mesure de faire du projet selon les différents contextes et un peu la manière artisanale qu'il présente m'attirait un petit peu. Et surtout, je savais qu'à la sortie de l'école, ça allait être aussi la continuité pour apprendre différentes phases. C'est-à-dire que vu qu'ils ont une multiplicité de projets à leur disposition, j'ai accès à plusieurs phases de projet, donc du diagnostic au chantier et différentes échelles, donc vraiment de la bordure de trottoir à l'échelle au plus grand paysage, quoi. Donc je peux toucher à différents sujets aussi qui sont de différentes échelles, comme le parc Martin Luther King à Paris, qui est un parc urbain, mais aussi la conception d'espaces publics comme les promenades de Reims, ou des projets plus larges, des projets urbains, donc par exemple l'île de Nantes ou le quartier Flaubert à Rouen, par exemple. Et je voulais aussi choisir une agence qui était assez ancienne, si on peut dire, enfin grande, parce que je me disais, s'ils sont mandataires, mandataire, c'est quand on pilote un projet d'aménagement avec toute une équipe, un groupement, et dans lequel on va faire le lien entre plusieurs professionnels. Et donc je voulais une équipe qui soit souvent mandataire, parce que comme ça, en fait, ils ont le luxe de pouvoir choisir, vu qu'ils sont établis, ils sont assez stables économiquement. Du coup, ils ont le luxe de pouvoir choisir les projets sur lesquels ils travaillent. Et donc moi, en tant que jeune diplômée, ça me permettait tout simplement de débarquer et de profiter de beaux projets d'envergure et d'avoir la chance d'apprendre de projets de paysage vraiment en profondeur, quoi. Et voilà. Et en plus, le fait d'être mandataire aussi, ça me permet d'apprendre un peu les rouages de comment on fait un projet de paysage. C'est quoi le lien entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage de notre client, donc qui sont souvent des collectivités territoriales, des villes, des métropoles, etc. Et de comprendre un peu comment tout ça se met en place.
on nous a demandé une réalisation. Donc là, j'ai choisi le Grand Parc Canal à Toulouse pour continuer dans l'explication un peu des jeux d'échelle. En fait, Toulouse Métropole lance un projet d'aménagement et de valorisation du canal du Midi, canal de Brienne et canal latéral de la Garonne. Donc un projet intitulé Grand Parc Canal. Et en fait, c'est des échelles assez conséquentes parce que c'est un projet qui traverse 4 communes, donc sur 30 km. Et donc avec l'ambition de faire des canaux un grand parc métropolitain avec des fonctions de corridor écologique, ramener de la nature en ville, tous ces thèmes qu'on entend de plus en plus. Et donc là, le jeu d'échelle à l'agence, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont commencé avec un plan guide. Donc là, c'est vraiment un document écrit, c'est comme une charte. Il y a eu plusieurs chartes, dont une charte paysagère. Et donc dans le plan guide qu'a fait l'atelier Jacqueline Hosty associée, ils ont tiré plusieurs thématiques, que ce soit l'architecture, les mobilités, la lumière, les usages, l'eau, le paysage, etc. Et parallèlement à ce plan guide, il y a des marchés de maîtrise d'œuvre qui étaient confiés à l'atelier. Donc là, il y a un projet qui est en chantier, qui est le parvis de Brienne-Saint-Pierre. Donc c'est vraiment faire des allers-retours entre l'échelle de ce plan guide, où c'est vraiment 30 km, c'est un projet à l'échelle de 4 communes, c'est métropolitain, et ensuite comment on prend ces prescriptions, c'est les propositions qui avaient été faites dans le concret. Et là, moi, je m'occupe d'un autre marché de maîtrise d'œuvre à Toulouse. C'est un renouvellement urbain d'espace public d'un quartier qui s'accroche au canal du Midi. Et donc là, on est dans une phase d'études préliminaires. Donc c'est une phase que j'aime beaucoup parce qu'en gros, c'est une esquisse. Donc c'est un peu la phase où on a le droit de rêver, on est très utopiste et très optimiste et on essaye de faire le maximum. Et c'est à Toulouse, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont engagé une démarche participative. Donc là, je passe pas mal de temps à Toulouse avec les habitants de ce quartier-là. Il y avait eu de la concertation pour le plan guide, donc à l'échelle du Grand Parc Canal, à l'échelle des 30 km des 4 communes. Et là, à chaque marché de maîtrise d'œuvre, il y a des participations aussi. Donc ça, c'est très valorisant et c'est très formateur. Et c'est vrai que j'attendais un peu ce retour au concret où on parle avec des habitants. Et je trouve que on aime beaucoup. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé mon métier quand je suis allée parler aux habitants et que je me suis dit que ils avaient beaucoup d'espoir et c'était vraiment super bien. Avec qui on travaille donc on travaille du coup pour des collectivités territoriales, des métropoles, des villes, etc. Et on monte des équipes pluridisciplinaires. Par exemple, à Toulouse, il y a des architectes du patrimoine, des urbanistes, des éclairagistes, des paysagistes locaux aussi, parce que comme je vous le disais, Jacqueline Hosty, on est à Paris et à Nantes, donc c'est intéressant aussi d'avoir des paysagistes, des collaborateurs qui sont implantés localement. On est aussi avec des bureaux d'études, d'ingénierie, en environnement, donc ça fait des grosses équipes. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est du coup de pouvoir appréhender le projet avec le plus de thématiques possible. Comme ça, on peut être le plus large possible dans notre réponse et dans notre recherche, tout en pouvant se spécialiser grâce aux spécialités de chacun. Donc moi, c'est ça que j'avais bien aimé à l'école aussi, c'est qu'on nous a bien enseigné à être plutôt généraliste et pas spécialiste, et du coup de pouvoir apprendre de toutes les particularités des autres disciplines. Et à Toulouse aussi, la concertation, donc on travaille aussi avec les habitants, d'où cette carte-là que vous pouvez voir à droite. Ça, c'était à l'échelle du plan guide, donc c'est un des secteurs là, du canal du Midi. Donc voilà, ça c'est par exemple une restitution publique qui avait été faite avec des ateliers participatifs. Il y a eu des films aussi qui ont été faits. Et ça, par exemple, la concertation, c'est aussi une agence qui est spécialisée dans ça. C'est-à-dire que quand je suis allée à Toulouse, par exemple hier soir, moi je vais en tant que maître d'œuvre, en tant que paysagiste, mais je suis accompagnée et heureusement de gens qui savent faire ça, qui mettent en place des méthodes pour rendre ces ateliers dynamiques et utiles pour tous. Donc quels outils? Alors c'est des outils que vous devez connaître. À l'école, on a pas mal travaillé ça. Donc les cartes anciennes, les cartes postales, tout ce qui nous ramène un peu à l'histoire des lieux.
le croquis pour l'esquisse ou même pour des phases plus avancées, la maquette pour les projets urbains qui nous permettent d'évaluer des volumétries, etc. La cartographie, dans le plan guide, j'ai pas dit, mais il y a eu un gros travail de cartographie et c'était intéressant dans le plan guide, par exemple, de passer d'une cartographie à une coupe en travers où de façade à façade, la plus grande coupe, elle devait représenter 80 mètres, quoi, le canal. Donc c'est des échelles un peu... ça peut un peu donner le vertige de faire des bonds comme ça, mais c'est très intéressant. Et aussi des plans techniques. Donc on passe quand même pas mal de temps derrière l'ordi. On est quand même derrière des logiciels aussi, parce que vu qu'on travaille avec des bureaux d'études plus techniques, évidemment c'est un moyen de communication pour que tout le monde puisse s'entendre. Et pour aller dans la précision tout simplement aussi du projet. Et qu'est-ce que, face aux défis à venir, pensez-vous faire évoluer vos pratiques? Donc, étant donné que je suis sortie de l'école il y a 2 ans, je pense que ma pratique va évidemment évoluer. Mais du coup, c'est encore... Enfin, j'ai pas assez de prise de recul pour savoir vers quoi, comment, etc., même si j'ai des idées. Moi, je me questionne aussi sur la forme de la structure, la grande agence à Paris, par rapport à d'autres questions plus personnelles, etc. Les questions, les défis à venir, je pense que dans le débat public à Paris, et même dans les agences de paysage, je pense qu'elles sont assez présentes et c'est un peu ce qui fait la force des paysagistes aussi, que ce soit pour des questions environnementales, climatiques ou même des questions sociétales. Et donc c'est pour ça qu'il faut plus de paysagistes pour amener ces sujets-là, parce que je pense qu'on est assez sensible à tout ça. Donc moi, c'est surtout dans le public, vous l'aurez compris, pour les territoires. Et j'aimerais du coup être ancrée culturellement, politiquement, être engagée. Et donc ça, je pense que personnellement, il faudra que je parte de la métropole, parce que je me pose aussi des questions de la connaissance de ce métier ailleurs. Et moi, je suis très attachée à un territoire, du territoire duquel je viens, donc au Pays Basque. Et donc, il y a des enjeux de renaturation, des enjeux de risque face au changement climatique, face au recul du trait de côte. Et je pense que les paysagistes ont leur place dans des réponses à ce type d'enjeux. Cette photo-là, par exemple, c'est une des plages qui a été renaturée à Bidart, au Pays Basque. Et c'est une agence dans laquelle j'avais fait un stage qui s'est occupée de ça. Mais c'était assez nouveau, en fait, de voir que dans un projet comme ça, en plus des bureaux d'études techniques, il y a des paysagistes qui amènent aussi d'autres visions en rapport avec l'histoire, etc. J'ai terminé. Donc voilà. Ok. Alors, donc, bonjour à tous. Du coup, moi, je m'appelle Maxime Foucard. Donc, je travaille dans une structure qui s'appelle Les Bobines du Paysage. On est 2 à travailler pour Les Bobines avec un autre ancien étudiant de l'école, donc comme moi, qui s'appelle Nicolas Jolle. Voilà. Et Les Bobines, en gros, c'est un peu une... C'est un peu une expérimentation. C'est une structure qui cherche à explorer un peu les différentes méthodes visuelles qu'on peut employer dans la démarche de projet de paysage. Et vous verrez que cette notion de projet de paysage, elle nous pose question, surtout en ce moment, puisque ça fait une bonne dizaine d'années qu'on cherche, en gros, les moyens de travailler l'image en général, le film, la photographie. Dans des projets qui sont en lien avec des problématiques liées de près ou de loin au paysage. Donc les influences, les origines du projet, donc, je voulais revenir sur trois étapes qui ont été vraiment fondatrices pour la création des bobines. Ça commence à l'ENSAP, donc 2012, deuxième année d'études chez les paysagistes. Bernard Davas nous propose à Victor Belloc et moi de faire un stage à la DDT du Cantal, à Aurillac. Avec Stéphane Nuc en tant que maître de stage et donc qui est responsable d'un service à la DDT. Stéphane Nuc qui est issu d'un cursus de géographe, et qui a une sensibilité particulière au paysage puisqu'il intervient à cette époque-là de temps en temps à l'école.
Et quand on arrive là-bas, Stéphane Nuc nous propose, puisqu'il voit qu'on a en gros un appareil photo qui filme, il nous propose d'abandonner complètement ce qu'il avait prévu de nous faire faire pour le stage, et il nous demande si on veut pas faire un film. Un film, puisqu'il y a une des vallées dans le Cantal qui est un peu soumise à une dynamique de fermeture des paysages, et il aimerait avoir les différents points de vue des acteurs qui sont concernés par cette problématique, notamment des agriculteurs, des restaurateurs, des élus, des habitants. Et donc on part sans avoir jamais fait de film en tant que paysagiste, avec un appareil photo, et puis on passe un mois à crapahuter là-dedans, et puis à la fin on montre ce film à la DDT. Et ce qui est intéressant avec cette démarche, c'est qu'au-delà du retour qu'on a eu à la DDT, dont honnêtement je ne me rappelle pas trop, c'est que j'ai pu rédiger le mémoire 100 ans, qui est un exercice que les paysagistes ont encore à faire, je crois, dans leur cursus en ce moment. Et j'ai rédigé tout mon mémoire 100 ans à partir du film. Et donc j'ai commencé à me rendre compte que l'outil film pouvait être un outil assez pertinent pour récolter et comprendre de l'information sur le paysage. Et qu'à partir de ça, je pouvais fabriquer un autre objet qui là était écrit, mais je reprenais des captures de ce film, des photos, des choses comme ça. Et c'est un mémoire qui a été assez bien reçu à l'époque, donc ça a commencé à me faire un peu réfléchir sur cette utilisation du film. Deuxième expérience fondatrice, 2014, donc c'est Rémi Berkowitz, ici présent, qui dans le cadre de sa recherche doctorale nous a proposé une convention de stage pour qu'on puisse faire un film cette fois-ci plutôt sur la diversité des regards qui étaient portés sur la ressource en eau dans la prairie motaise, donc c'est un fond de vallée dans la Sèvre niortaise. Et donc là, toujours avec Victor Belloc, on crapahute pendant 6 mois dans la prairie motaise, et puis on filme les paysages, et puis on récolte beaucoup de paroles, et on croise un peu toutes ces paroles pour construire un film d'une petite heure, qu'on vient cette fois projeter, donc de 2 manières. Une première fois dans un bar transformé provisoirement en salle de projection, et auquel on a invité tous les gens qui sont présents dans le film. Donc ça a permis de construire une sorte de situation de discussion qui permettait d'enrichir en fait le travail de recherche de Rémi à ce moment-là. Et puis une seconde projection qui, elle, était dans un cadre beaucoup plus institutionnel, dans la configuration classique d'un conseil municipal, avec cette fois-ci des acteurs vraiment plus institutionnels, type élus, techniciens, agences de l'eau, syndicats mixtes, des choses comme ça. Et donc le fait de projeter ce film dans ces 2 conditions nous a aussi permis de réaliser certaines choses, notamment la portée que pouvait avoir un film qui croise les regards de différents acteurs sur une ressource, qui est une ressource commune, l'eau. Et puis on a bien vu que ça suscitait une certaine forme d'intérêt d'avoir ce type de média dans un projet de paysage. Et dernière étape assez importante, 5 minutes. Je vais aller beaucoup plus vite. Le TPFE, l'ancien diplôme des paysagistes, donc là pour le coup, avec Nicolas Jolle, donc avec qui je travaille aujourd'hui, on est parti à Istanbul 1 an. Et puis on nous a demandé, donc Stéphane Duprat, qui était enseignant, nous a demandé si on pouvait faire un film là-bas, dans le cadre d'un événement qui avait lieu à l'école ici, où il y avait une délégation turque d'architectes, d'urbanistes et de paysagistes qui étaient invités en fait en France. Et Stéphane voulait qu'on ramène quelque chose de cet Erasmus et qu'on puisse le discuter, en gros, à l'œil, pendant une conférence. Donc on a associé ce travail à notre travail de diplôme, et clairement notre diplôme qu'on a fait en binôme, c'était l'expérimentation de l'outil filmique dans la démarche de projet de paysage, ou en tout cas dans l'analyse de paysage, en prenant pour cas concret les dynamiques urbaines, les mutations urbaines d'Istanbul. Bon, là, la bascule a été assez naturelle. En fait, ça faisait déjà 3 films qu'on faisait à l'école, et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas continuer d'explorer un peu cette voie de paysagistes qui font des films, en gros. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en 2014, donc toujours étudiant, on avait créé une association qui s'appelait les Bobines du paysage, 2 ans avant le diplôme, et par le biais de cette association, on essayait de trouver des financements et des projets pour commencer à explorer un peu ce travail. Donc pendant 10 ans à peu près, les Bobines, c'était une asso.
Je vous parle très rapidement d'un projet. C'est un projet récent qu'on a livré l'année dernière, qu'on a mis 2 ans à peu près à faire. Je vais essayer d'en parler très vite. Je vous présente ce projet parce qu'il condense en fait tout ce qu'on a exploré pendant 10 ans avec les bobines. Et on a réussi, c'est la seule fois d'ailleurs où on a pu le faire, à en gros tout mettre dedans. C'est-à-dire travailler à la fois les outils du film, de la photographie, des représentations paysagères que vous utilisez plus classiquement en tant que paysagiste, mais aussi de la participation, de la médiation, enfin tous les mots magiques un peu, on a réussi à les mettre dans ce projet. Et en plus, on était mandataire, donc on a pu réunir en gros d'autres compétences, voilà, scénographe, designer graphique, etc., pour réaliser cette exposition que vous voyez en photo en haut. Le sujet de cette exposition, c'était d'abord le cadre, c'était un appel à projet lancé par la région Occitanie et qui, qui n'exigeait rien de particulier, si ce n'est que le projet implique les habitants et soit rattaché à des notions de territoire. Donc nous, on a dit, on est paysagiste et on va essayer de faire une expo sur les paysages d'un lieu qui s'appelle Bruniquel, un village. Et on va essayer de proposer une sorte d'enquête paysagère sous forme d'expo pour permettre aux habitants et aux touristes de comprendre dans quel paysage ils s'insèrent. Et pour le faire, on va essayer de faire tout ce qu'on sait faire. Donc je vais, voilà, en gros, vous avez sur les premières images, c'est une randonnée citoyenne. Donc on a invité les habitants à venir nous parler un peu de leur paysage. La deuxième colonne de photos, c'est un atelier carto participatif où on demandait aux habitants de nous fournir des informations que nous n'aurions pas pu obtenir juste par l'observation des lieux. Donc c'est vraiment une sorte de... On a fabriqué ensemble une carte sensible, en fait une carte paysagère qui a été exposée. Et puis la dernière colonne, c'est vraiment pour vous montrer plutôt le fait qu'on a mis un module qui permet de projeter une série de portraits paysagers, des portraits filmés, qui sont là en fait pour parler du village dans son paysage le plus contemporain en fait. Et le film a été utilisé pour parler de la période contemporaine. 3 minutes. Les outils, j'ai mis / la posture. La posture, c'est un mot qui est super important dans notre démarche en général, puisqu'en fait on s'est rendu compte que finalement l'outil importait peu. Et on voit en fait qu'il y a tout un tas de paysagistes qui emploient tout un tas d'outils. Et on se dit que le plus important, c'est plutôt la posture, c'est-à-dire la manière et le cadre dans lequel on emploie ces outils. Alors quand même très rapidement, nous, pour l'arsenal des bobines et les outils un peu techniques, évidemment une paire de bottes et puis des lunettes pour arpenter et observer le paysage, c'est quand même la base de tout. Après, récolter la parole. Là, on se rend compte en fait que les discours habitants, les discours d'agriculteurs, les discours des gens qui font et qui pratiquent le paysage sont essentiels pour le décortiquer, le comprendre. Donc récolte de parole, prise de vue, traduction des discours. Là, c'est à la fois pour vous parler des outils de prise de vue, notamment le drone, qui devient en fait un outil de plus en plus intéressant, je pense, pour la pratique paysagiste, puisque voilà, elle permet très rapidement, en faisant quelques incrustations, de projeter, de traduire des discours dans l'espace de manière assez efficace. Je vais aller assez vite sur les suivants qui peuvent être assez classiques. On a constaté aussi, avec un peu de recul sur notre pratique, qu'on parlait souvent du temps qui passe et que la notion de paysage était indissociable de la notion de temporalité. Et donc on a exploré aussi tout ce qui pouvait servir à parler du temps qui passe dans des films. Donc la photo comparaison, qui permet de lire des dynamiques très simplement, un peu comme un jeu des 7 erreurs, voilà, qui permet de lire un peu des dynamiques. La récolte de la mémoire, 1 minute. Les représentations diachroniques, donc là c'est pareil, c'est toujours des outils qui sont plutôt là pour faire de la médiation, de la sensibilisation, mais qui permettent de montrer des trajectoires, des scénarios sur un lieu donné, par exemple. La mise en récit, là, c'est des outils qui sont moins couramment employés par les paysagistes, mais en gros, c'est l'idée de construire un storyboard pour construire en fait une histoire à partir de tout ce qu'on a récolté sur le terrain. Les différentes modalités de projection des films. Et puis enfin, les expos quand c'est possible. Voilà. On va dire que les projections et les expositions, c'est nos 2 supports
principaux pour amener notre travail au public auquel il est destiné. Puisqu'il n'y a plus qu'une minute, les commanditaires, c'est pas grave, principalement de la commande publique, très peu de clients privés, et le CNRS que je mets en beige et qui nous a permis d'une certaine manière d'avoir une démarche beaucoup plus exploratoire que dans la commande publique classique, puisque c'était à chaque fois dans le cadre de travaux de recherche, et que la recherche, c'est un peu comme l'art, en fait. L'intérêt de travailler pour le CNRS, c'est qu'on peut chercher un peu des moyens de représentation, des moyens d'analyse, et que les attendus, finalement, sont beaucoup plus libres que dans un cadre plus institutionnel classique, type DDT, PNR, région. Pour terminer, 30 secondes, j'imagine. C'est vraiment très rapide. J'ai essayé rapidement de dresser un peu les contraintes, les limites de notre pratique et voilà un peu les évolutions possibles. Ce que je peux dire par rapport aux contraintes et aux limites, c'est qu'on s'est rendu compte que faire des films, surtout quand on n'est pas cinéaste, quand on n'est pas vidéaste, quand on n'est pas formé pour ça, ça implique beaucoup de temps à consacrer. Le temps, c'est aussi de l'argent, il y a toujours des contraintes de budget. Parfois, on peut passer une semaine pour faire 30 secondes de film. Donc, imaginez un peu des fois le ratio et la difficulté qu'on peut avoir dans des cadres classiques de commande où il y a un budget, de pouvoir faire ce qu'on veut quand on fait des films en tant que paysagiste. On a rencontré souvent aussi l'amalgame entre le film et la communication. Souvent, quand c'est une mairie, Bordeaux Métropole, le conseil départemental, peu importe, on se rend compte que de leur côté à eux, il y a souvent des attentes en termes de communication, en termes de représentation. Et nous, en tant que paysagistes, on en revient un peu à la question de l'éthique du paysagiste, que Chris explore dans sa recherche. On se doit, en tant que paysagiste, de ne pas se laisser trop embarquer dans ces biais. Je m'arrête là, du coup. Non, je continue alors. Juste pour terminer, peut-être que ça pourra soulever quelques questions à l'issue de toutes les présentations. Il y a deux termes que j'ai déjà évoqués, mais je pense qu'il faut vraiment les retenir. C'est la posture et la démarche de projet. On s'interroge souvent sur ce que c'est faire projet en tant que paysagiste, notamment puisque nos interventions, elles se placent toujours très en amont de l'intervention directement sur le terrain. C'est-à-dire qu'on dit souvent, pour justifier notre pratique, qu'on fait projet dans la tête des gens. En gros, on leur propose une autre manière de voir leur paysage ou de voir leur territoire. Et de cette manière-là, on espère faire projet. Mais on s'interroge toujours sur la position que peut avoir ce type de travail dans le cadre du projet de paysage. Et ce que ça veut dire. Je m'arrête là. Eh bien, enchantée, nous sommes Marie-Hélène de l'atelier TCPC. Alors, Rémi, c'est un vrai défi que tu nous donnes avec les 10 minutes et les 5 diapos. On est paysagiste depuis 2015. On travaille avec un statut d'artiste-auteur, donc artiste plasticienne en l'occurrence, depuis 2011. On a monté l'association TCPC en 2013, je crois, pour notre diplôme commun. Collectif en 2013, Collectif, ASSO 2017. Ouais. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec 3 grands champs de travail qui sont donc tantôt de l'action artistique, donc on fait de l'art dit participatif, à ciel ouvert toujours, donc plutôt environnemental. On accompagne aussi les politiques publiques, donc les territoires, les collectivités, sur des questions qui sont liées à l'écologie, à la prise en compte des usagers dans les politiques publiques, notamment sous le prisme du genre, de l'égalité, l'éducation artistique et culturelle, et enfin un 3e champ de travail qui serait plutôt graphique, où là on a un pan de notre travail qui est lié plutôt à l'édition, la valorisation, la pédagogie, la signalétique, etc. Donc on n'aura pas trop le temps de détailler, mais si vous avez des questions après, on pourra y revenir. Et tout ça autour d'une seule question qui serait le rapport entre les gens et les lieux qu'ils habitent. Okay. Alors, cette question-là, en fait, qui est finalement une question culturelle des paysages,
Comment est-ce que le paysagiste trouve une place dans une dimension culturelle du rapport au lieu? Donc, par rapport à nos influences, c'est des questions qui sont venues, on pense, en partie parce que Elena et moi, on vient toutes les deux d'un cursus d'art appliqué qui a commencé à créer un lien entre art et design. Et en arrivant à l'école, on a aussi eu des enseignements qui faisaient le lien entre la création artistique et l'aménagement et le paysage. Donc on en est venu à se poser la question d'un besoin potentiel d'une approche culturelle avant l'aménagement. Ça retrace un peu ce que tu as dit, Max. Comment est-ce qu'on vient interroger des manières d'habiter avant de créer un projet de paysage? Comment est-ce qu'aussi on comprend comment les gens habitent ici avant d'investir des lieux et de les transformer? Nous, finalement, ce qui nous intéressait, c'était de s'arrêter à cette étape-là, de consacrer notre temps à la réflexion et à la valorisation et à l'enquête, en fait, sur ces manières d'habiter et comment les donner à voir, parce que finalement, c'est des choses qui sont assez peu perceptibles de prime abord. Le projet, on pense, qui nous a lancé là-dedans, c'était à l'école, c'était un projet de grand territoire en 3e année sur le Bergeracois, qui était du coup un territoire de 80 communes, il me semble, je ne sais plus. Et on s'est dit, finalement, ce territoire, il est tellement grand, comment on fait pour rendre ce territoire abordable? Et parce que finalement, réfléchir à la grande échelle, c'est un apprentissage, et pour un habitant, c'est pas forcément évident. Donc on s'est dit, est-ce qu'on n'aborderait pas ce territoire par le minuscule? Donc les petites choses, les choses qu'on voit vraiment, et comment finalement, c'est à travers ces petites choses qu'on vient raconter un territoire très grand. Ce qui a commencé à nous emmener vers des questions culturelles, des questions de valorisation, des questions aussi de privatisation. Là, la photo qu'on montre, c'est une vidéo qu'on a faite à cette occasion-là. Après, on a arrêté les vidéos. Sur le pavillon, qui était une grande question là-bas. Et finalement, le pavillon, c'est une accumulation de décisions privées, puisque la aide TUIA que vous voyez ici, finalement, c'est une action particulière d'un individu sur son territoire à lui. Et donc, on a voulu questionner ces manières d'habiter, sans juger, et justement faire apparaître ces dichotomies qui peuvent exister entre des perceptions du paysage et les manières d'habiter. Je vais peut-être un peu trop lentement. Voilà, donc on a testé plein d'outils ces années-là sur comment donner à voir ces manières d'habiter le paysage et ces expertises d'habitants. Il y a eu le film, il y a eu l'enquête, il y a eu des cartes interactives, il y a eu des observatoires photos, des inventaires. Voilà, on a fait plein de choses différentes pour essayer de tourner autour de cette question de la représentation de tout ça. Et alors, on ne pensait pas du tout qu'on aurait du boulot, parce que c'est quand même une question un peu... voilà, un peu capillotractée. Et puis, en fait, typiquement, on a toujours eu du boulot, on en a même un peu trop. Et donc, c'est une vraie question, en fait, pour les collectivités, notamment, finalement. Et typiquement, ce projet-là a débouché sur une de nos premières commandes professionnelles. C'est donc le syndicat en charge du SCOT, du Grand Bergeracois, le SICOTEB, à l'époque, qui nous a commandé de la recherche des portraits d'agriculteurs, d'agricultrices, d'habitants, jeunes, vieux, et parce qu'ils en avaient vraiment besoin pour réfléchir à leur politique publique. Petite parenthèse. Merci. Du coup, tu nous demandais, Rémi, notre réalisation préférée. Alors, c'est super difficile, parce qu'on est assez passionné par tous les projets sur lesquels on bosse. On voulait parler d'un qui se passe en ce moment, parce qu'il est un peu transversal. Donc là, on est dans le Médoc, la Pointe de Grave. Une des communautés de communes de ce territoire-là, c'est la communauté de communes Médoc-Atlantique. Donc on est vraiment sur la côte, de Lacanau au sud jusqu'au Verdon au nord, et puis on revient un peu dans l'estuaire. Et là, c'est un territoire qui vit des choses assez particulières en ce moment, parce qu'il y a la montée des eaux. Donc il y a des plages qui sont très sinistrées, une érosion inédite. Vous savez, il y a quelques années, le Signal qui a été détruit. Voilà, nous, donc c'était l'année dernière. On arrivait aussi dans un contexte où politiquement, on était sur un électorat un électorat d'extrême droite, donc avec des problématiques entre élus aussi très complexes, pas trop de dialogue, une déculturation, une très petite fréquentation des établissements scolaires par les enfants, donc des problèmes sociaux aussi. Bon, un territoire très, très vif dans plein d'enjeux différents. Et donc la communauté de communes a la compétence qu'on appelle GEMAPI, donc c'est la gestion des eaux, des milieux aquatiques, qui est dans ce territoire très importante parce qu'en gros c'est eux les ingénieurs qui régissent toute la côte, tous les grands travaux liés à l'érosion et aux inondations.
mais ils n'ont pas de compétences culture. Et donc, il y a une des techniciennes de la Comcom qui est venue nous voir en nous disant moi, je suis en manque de culture sur mon territoire, parce que pour les enfants, leur apprendre à vivre ici, au milieu de tout ce qui se passe, le danger, le risque, l'éco-anxiété, sans éducation, on ne pourra pas y arriver. Donc, ils sont venus nous voir pour bénéficier de 3 ans d'accompagnement avec nous sur comment créer une politique publique d'éducation artistique et culturelle, pardon pour le jargon, mais qui soit spécialisée sur les dynamiques environnementales, géomorphologiques à l'œuvre. Donc voilà, on est dans cette mission un peu bizarre. En général, elles sont bizarres, nos missions. Mais en même temps, qui permet de soulever toutes ces questions en même temps pour un seul et même objectif qui serait finalement d'aider les gens à mieux vivre sur leur territoire. Donc voilà. Que dire de plus sur ce projet? En gros, sur les commanditaires. Du coup, on a la Comcom au centre, tout un réseau d'institutions autour, donc DRAC, département, IDAC, Éducation nationale, j'en oublie sûrement. Voilà. Ouais, SMIDEST aussi, des institutions qui s'occupent de l'estuaire. Donc pour la part scientifique, effectivement. Et puis après, les techniciens, techniciennes, tantôt les élus, tantôt dans les institutions, et beaucoup les enseignants et surtout les enfants, puisque en fait c'est notre public d'expérimentation. Donc là, ce que vous voyez, parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu abstrait, on a commencé une année d'expérimentation, d'action auprès des publics, en parallèle de l'accompagnement de la Comcom. Et ça, c'est un des résultats. Donc en fait, on mène à la fois des ateliers d'art, qui parle du territoire, à la fois des enquêtes, donc plutôt comme Chris ou Max aussi ont pu en parler, et toi aussi, Inoa d'ailleurs, sur comment on va récolter auprès des gens des infos. Et ça peut donner ce genre de choses. Ok. Nos outils, du coup, on pioche un peu plein de trucs à droite à gauche. On a pas mal de choses. On a beaucoup d'outils qui sont issus de la recherche, donc tout ce qui est enquête, observatoire, ce genre de choses-là. Des outils de représentation, illustration, photo, qui nous permettent de rendre compte des différentes matières qu'on nous donne. Des outils d'art plastique, du coup, pour mettre en place des ateliers autour du territoire, des questions de paysage avec des publics, et un peu leur permettre de donner une forme à ce qu'ils ont à dire. Des outils de diagnostic, de lecture de paysage, qu'on fait pour faire des diagnostics partagés. Des outils de médiation pour travailler avec les publics et différents partenaires, parce qu'on jongle entre la DRAC et un enfant de 5 ans. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi voilà, plein de trucs. On apprend un peu sur le tas en même temps, tout à chaque fois. On apprend toujours de nouveaux trucs. On cherche les meilleures manières de répondre, les meilleurs outils à chaque fois pour le projet. Donc des fois, ça nous amène sur des terrains qu'on ne connaît pas trop. Mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt de cette pratique. C'est bon. Hop. Alors, avec qui on travaille? Alors, chez les commanditaires, c'est les collectivités locales. On bosse uniquement dans le public. Donc, vous les connaissez, les parcs naturels régionaux, les communautés de communes, les départements, beaucoup. Alors, c'est les services éducation, culture, environnement, communication parfois. On bosse avec les archives aussi. Voilà. Et après, on a toujours des équipes avec d'autres partenaires. Donc, on bosse avec des chercheurs, chercheuses, on bosse avec des artisans, on bosse avec des artistes, beaucoup. Beaucoup de casquettes différentes. Et surtout avec les habitants. Donc, tous les âges. Là, cette année, on commence même à bosser avec les 0-3 ans. Donc, voilà. Mais aussi avec les personnes âgées. Voilà. Donc, c'est toujours des gens qui vivent à des endroits précis. Là, par exemple, c'était dans un collège, c'est Estelle. En fait, on a mis cette photo, c'est compliqué de vous montrer finalement les volumes ou les envergures ou les diagrammes qu'on pourrait faire de jeux d'acteurs, etc. Pour nous, l'important, c'était vraiment de dire que malgré tous ces gens avec qui on travaille, parce que c'est vrai qu'on ne bosse jamais seul, la vraie question, c'est de travailler à l'échelle de la personne. T'en parlais, Max, sur comment on fait projet dans la tête des gens. Et du coup, dans nos outils, je voulais juste dire ça, il y a quand même beaucoup d'outils qui tiennent du relationnel, parce qu'en fait, c'est ce rapport qu'on arrive à tendre entre nous et les gens sur le terrain qui va faire que la chose va marcher ou pas.
Du coup, il y a un vrai travail à l'échelle de la personne et un vrai soin qui est porté à cette échelle-là. Voilà. 1 minute pour l'avenir. L'avenir. Donc les défis, pour nous, ils sont, et comme ça a déjà été évoqué, on bosse exclusivement avec des financeurs publics. En ce moment, c'est pas la joie. Beaucoup avec les départements culturels, et c'est vraiment pas la joie la culture en ce moment dans les financements publics. Mais on a la chance de se rattraper sur on a du coup plusieurs cordes à notre arc, et donc aussi des sphères plutôt de l'aménagement et sociaux aussi, qui nous permettent un peu de... Pour l'instant, on continue à rebondir, mais il y a clairement des petites inquiétudes sur les collectivités en ce moment. On a envie de continuer à bosser là où on se sent utile. On pense qu'il y a du travail encore dans l'environnement, pour le social. On bosse beaucoup dans les cours d'école en ce moment et les collèges, et clairement, il y a du taf. C'est des enfants qui n'ont pas d'abri quand il fait très chaud et quand il pleut quand même, la plupart du temps. On pense aussi que, Ainoat en a parlé aussi, sur tout ce qui est éco-anxiété, on a une grande part de travail qui peut être faite sur plein de registres différents. Nous, pour la part culturelle, là, comme ce qu'on fait dans le Médoc, en fait, c'est clairement un travail qui nous paraît pertinent pour des paysagistes, d'accompagner des personnes dans peut-être l'angoisse d'un territoire qui disparaît ou qui se transforme de manière brutale. Voilà. C'est pas mal. Oui. Fin. Merci. Alors... Donc, bonjour à tous. Nous, on est effectivement l'agence ZB Paysage. On a Zachary qui est avec nous en visioconférence. On est tous les deux paysagistes diplômés en 2018 ici. On a chacun eu des parcours un petit peu différents. J'aurai l'occasion d'en parler sur la diapo d'après. Mais on s'est rejoints en juin 2022 pour créer notre agence. Donc on a 2 ans et demi à peu près. On est une agence où on travaille majoritairement sur de la maîtrise d'œuvre d'espace public. On travaille soit en tant que mandataire sur des sujets, je dirais, assez classiques d'espace public, et on travaille aussi beaucoup avec des architectes sur les cours d'école, sur du culturel. En ce moment, par exemple, on a un concours aussi sur un crématorium, donc sur les jardins du souvenir. C'est assez varié. On a une part de notre travail aussi qui porte sur des études, de grandes et de petites études, j'aurai aussi l'occasion d'en parler. Et puis on a chaque année un ou 2 projets d'agroforesterie, ce qui fait aussi un petit peu du coup la particularité de notre agence. J'aurai l'occasion aussi d'en parler. Sur les influences, on a souhaité chacun sélectionner un projet avant de créer l'agence, qui influence du coup aujourd'hui notre travail et dont on souhaite qu'il continue à influencer notre travail. À gauche, en fait, c'est moi quand je suis parti après l'école, je suis parti au Pérou. Je ne savais pas exactement. On parlait de posture tout à l'heure, de démarche. Je ne savais pas trop quelle posture avoir. Donc je suis parti au Pérou dans une ONG qui s'appelle Envolver et qui travaillait sur des sujets de reforestation et d'agroforesterie. Donc là, vous avez un pan de vallée totalement déforesté. Et on le voit même un petit peu en haut. Là, on a vraiment des forêts brûlées, quoi. Et donc ça a été le premier projet que j'ai fait à la sortie de l'école, où l'idée c'était de travailler sur un projet agroforestier, donc c'est-à-dire associer des arbres à une pratique agricole. Ici en l'occurrence c'était le cacao qui se fait sous ombrage. Apporter de la biodiversité dans la parcelle, travailler avec les agriculteurs, concerter avec eux pour la diversification aussi de ce qu'ils produisent, pour que tout soit pas uniquement reposé sur le cacao. Et après, je l'ai transposé sur un autre projet pour une autre société pour laquelle j'ai travaillé, qui s'appelle Amandera. Et là, c'est en fait des agriculteurs qui essayent de réintroduire la culture de l'amande en France. Pareil, tout en verger agroforestier. Et Zach, je te laisse peut-être parler de ton projet à Saint-Dizier. Ouais. De mon côté, ce qui a et ce qui continue d'influencer mon travail, c'était ma première véritable expérience en agence. À l'atelier réel, où j'ai appris une manière de travailler sur l'espace public qui est très soucieuse de l'économie des ressources, des moyens,
L'agence, en fait, a travaillé beaucoup sur des projets de rénovation urbaine, donc des territoires déshérités, avec des surfaces à aménager qui sont vastes, des budgets qui ne sont pas forcément extensibles. Donc, ça nous amène à faire le plus possible avec le moins possible de moyens, quoi. On a été amené à expérimenter des procédés d'économie de projets de revalorisation des ressources du site, notamment de renaturation des sols en place, en mobilisant les ressources locales, les déchets locaux, mettre en place des systèmes de végétalisation plus extensifs, autant du point de vue de l'aménagement que de la gestion, avec des procédés qui s'apparenteraient presque plus à de la gestion d'espaces agricoles, plutôt que d'espaces publics classiques, si je puis dire. Et de fait, c'est aussi là qu'on se rejoignait avec Bertrand, notre démarche de projet et nos intérêts. La réalisation, on a voulu prendre un sujet qui est plus qu'actuel, puisque c'est le dernier projet sur lequel on est en train de travailler, et pas des moindres. C'est un projet sur lequel on n'est pas mandataire, on travaille avec Michel Pénin. On est paysagiste associé avec lui, et on travaille sur ce qui s'appelle pour le moment, c'est un nom temporaire, le plan paysage de la métropole de Bordeaux, qui est plus une stratégie de confortement de la trame arborée. Il y a plusieurs choses dans ça. La posture ici, en fait, on est paysagiste conseil. Donc on travaille sur... déjà, on a fait un travail de recollement de tous les projets en cours aujourd'hui. De qu'est-ce qui faisait aussi l'identité de la métropole, entre ce que Michel appelle la couronne des forêts, la couronne des châteaux et jardins, des bocages, la cité des eaux douces qui correspond aussi à tout ce paysage du côté de Blanquefort, avec les Jalles, avec les Estés, et voilà. Donc un travail un peu de ce qui peut être la singularité de la métropole, et ensuite aider à essayer de... J'ai peut-être oublié de le dire, on travaille du coup pour le service 1 million d'arbres. Donc en fait le premier réflexe qu'on a eu, c'est de dire qu'en fait cet aspect quantitatif, nous en tant que paysagistes, il nous convient pas, voilà. Et c'était plutôt essayer de donner un sens, une stratégie, une cohérence à ces plantations. Donc là on est dans aussi un inventaire des déficits. Quels seraient les endroits où on peut planter et de quelle manière. Et ensuite, on a un zoom qui est à l'échelle en fait, d'un site. On a 33 sites, 33 situations paysagères représentatives de la métropole. Il y en a, je vous en ai mis quelques extraits à droite, où là, on vient... des fois, on s'appuie sur des projets qui sont en cours ou sur lesquels des élus nous ont avertis d'une envie de projet. Parfois, on est totalement dans je dirais presque la provocation. Je pense notamment à une situation sur l'aéroport de Mérignac, où on s'autorise à effectivement imaginer ce que pourraient être des plantations à ces endroits-là. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de mener, qui est un gros sujet. Les outils. Les outils, Zach en parlera peut-être mieux que moi, mais effectivement, nous, on a choisi un en particulier qui est le dessin. On en a fait un peu notre identité graphique. Un dessin, comme vous le voyez, qui est presque un peu simplifié, avec des codes couleurs qu'on répète à chaque fois, et qui nous permet, en fonction des acteurs avec lesquels on travaille, et du coup je parlerai des acteurs après, mais qui nous permet de simplifier aussi la lecture de nos projets, d'en discuter, de concerter. On a plusieurs illustrations. Voilà, comme sur le haut, vous avez des sujets de maîtrise d'œuvre d'espace public, urbaine, vous avez des sujets de cours d'école. Et puis ici, ces sujets-là, c'est presque de la pédagogie quand on travaille avec nos acteurs, les viticulteurs, ou ici on est sur des caroubiers, sur un champ de caroubiers en Tunisie, qui est passé du coup en agroforesterie. Donc voilà, c'est un outil qu'on continue à utiliser et on en a fait une sorte d'identité. Les acteurs, là, on a fait un beau schéma, très sexy. Les acteurs, on a voulu les mettre dans un ordre un peu chronologique dans lequel ça a apparu pour notre jeune agence. Les premiers avec lesquels on a travaillé, en fait, c'est des paysagistes partenaires. Ce sont d'autres paysagistes. On n'a pas réussi tout de suite en fait, à accéder à la commande publique, donc on a plutôt essayé de déclencher des collaborations avec d'autres paysagistes. Donc il y a notamment Territoire et Paysage, il y a Michel Pénin qui a une place importante, Terrabilis, donc sur des sujets variés, mais ce sont les premières personnes avec lesquelles on a eu du travail. Ensuite, c'est les architectes. Ça prend en effet une part aujourd'hui importante de notre travail.
Les collectivités, je les ai toutes mis parce qu'effectivement, c'est aussi un sujet. Quand on a créé l'agence pour trouver du travail, on a dû un peu aller aux quatre coins de la France. Aujourd'hui, c'est pas très pratique, mais on a effectivement des super projets qu'on a choisis, mais qui sont un peu en Alsace, Chris, dans le cadre, autour de Paris, puisque notre agence est basée à Paris. Voilà, un petit peu partout où on a eu la possibilité de travailler. Les usagers, alors c'est vrai que notre spécialité c'est pas forcément la concertation, mais on travaille beaucoup aussi sur les cours d'école, qui est je crois devenu un sujet un peu commun à beaucoup d'agences. Et dans ces cas-là, ici, oui, on travaille sur de la concertation, sur des maquettes, sur de la co-construction. On y inclut les enseignants, on y inclut les élus, voilà. Donc on a de beaux projets sur ça. Ce que j'ai appelé les partenaires spécialistes, évidemment, on travaille avec tous les BET classiques, les BET VRD, le panel un peu classique, mais on a aussi petit à petit, pour en revenir à la question du sol, on a développé des partenaires spécialistes comme Terre Utile, qui est une société qui recycle les terres excavées en Île-de-France, qui renature les sols, et donc on travaille pas mal avec eux, notamment sur cette cour d'école dans le 78, on a retravaillé sur le recyclage des terres, pour éviter en fait d'aller chercher des terres végétales ailleurs. Comme je disais, voilà, le projet qu'on a une fois par an, pour l'instant c'est 1 ou 2 fois, sont les domaines agricoles et viticoles. Donc comme je le dis, on travaille sur des vergers de noisetiers, des vergers d'amandes, du cacao. Et ces derniers temps, on a travaillé ces 2 dernières années sur 2 projets de vignes qui sont passés en système agroforestier. On a un projet assez chouette à Cheval Blanc, qui est un domaine qui s'est ouvert justement à ça, à mettre des arbres dans les vignes. Il faut bien imaginer que ce sont des gens qui sont habitués à travailler à hauteur de vignes, donc avec des arbres, pour eux, ils ne se rendent pas compte. Donc comment on insère des arbres, des auxiliaires de culture pour eux. Et là, on en a un autre en Anjou. Ouais, moi, je vais être bien. Ok. L'avenir, l'avenir, là, on sait, je sais pas si j'avais bien compris la question, mais du coup, on l'a mis plutôt pour nous, qu'est-ce qu'on se donne un petit peu comme règle pour l'avenir pour notre agence. On n'arrive pas encore à mettre en place tout ce qu'on veut, parce que quand on est une jeune agence, comme je le dis, on n'arrive pas toujours à gagner les projets qu'on veut, on n'arrive pas toujours à avoir la posture ou la démarche qu'on souhaite. Parfois, l'esquisse, elle est comme on le souhaite, et parfois, au fur et à mesure, voilà. Je pense que c'est peut-être la différence avec les grandes agences dont tu parlais tout à l'heure. On est encore, nous, dans un gain un peu de légitimité, quoi. Ce qui n'est pas facile c'est pas facile avec lequel il faut travailler. Donc le sol, effectivement, on essaye de généraliser et de promouvoir la pratique du recyclage des terres dans nos projets, pour aussi aider la structuration de la filière. Je pense que c'est un peu comme les archis aujourd'hui, il y a un renouvellement aussi, les archis travaillent de plus en plus avec la brique, avec la pierre, etc. Donc on doit aussi, dans notre pratique de maîtrise d'œuvre, appuyer ce changement de pratique. Sur nos matériaux, je pense que c'est pareil, il y a des questions à se poser sur ce qu'on utilise comme matériaux, sur le bilan carbone de nos projets, sur d'où viennent les matériaux qu'on utilise. Le végétal aussi, c'est un vrai sujet, la provenance. J'ai mis aussi la question de végétal local qui est devenu une espèce de lobbyisme où il faut planter exactement la même palette partout. C'est un vrai sujet aussi. Donc effectivement, expérimenter la migration assistée. J'ai mis un autre sujet qui est effectivement développer une culture des contre-projets. Ça, il y a pas mal de gens qui l'initient. Je pense notamment à un paysagiste urbaniste qui s'appelle Karim Liani, qui travaille notamment sur un projet alternatif à l'A69. Et justement, on parle beaucoup de ça. Et je trouve qu'en tant que paysagiste, on doit se positionner sur des projets qui font plus sens. C'est pour ça que, par exemple, dans notre plan paysage, on a justement ce sujet de l'aéroport de Bordeaux. Et puis maintenir des pas de côté, effectivement, aller à la marge de notre métier pour alimenter notre pratique. Ouais, effectivement, c'est les sujets d'agroforestier. Pour nous, aujourd'hui, c'est ça, c'est le pas de côté qu'on fait. Puisque si je reviens et si j'ai un tout petit peu de temps, du coup... ouais, voilà, 30 secondes. en gros quand on est sur ce type de paysage ou quand on est sur un centre-ville urbain, on est sur 2 situations très hostiles, pas du tout adaptées au changement climatique. Et donc en fait, nous ce qu'on essaye de faire, c'est le lien entre les outils
les moyens qu'on met en œuvre en agroforesterie, que ce soit sur la question du sol, on essaie aussi de les utiliser, les mettre en œuvre sur l'espace public et vice-versa. Donc on a une espèce d'aller-retour entre ces deux projets. Voilà. Merci beaucoup. Si vous vous serrez, normalement, vous tenez tous. Hein. J'avais fait en sorte que vous teniez tous en bande. Mais il y a des sièges même. Hein. Non, vous faites comme vous voulez, mais bon, ça va pas être très très agréable pour vous, non? Vous êtes solidaire, ok. Je suis solidaire de tout. Sauf pour les deux devant, quoi. Les deux devant sont pas solidaires. Ok. Je vous propose peut-être de donner la parole à la salle. Si vous avez des questions, on sera enchanté de les prendre. Et peut-être des questions transversales, peut-être aux différentes présentations. Oui, ok. Merci beaucoup pour vos présentations. J'ai une question qui vous concerne tous. C'est un sujet qui concerne les étudiants particulièrement, je pense. Une question qu'on n'a pas posée, parce qu'on a fait le choix de vous en poser que 5. Comment s'est passé le passage du statut d'étudiant à celui de professionnel? Quels problèmes vous avez rencontrés et comment vous les avez résolus? Peut-être notamment, Ainoa est la seule à avoir été recrutée pour le coup. Comment ça s'est passé pour toi et peut-être et les autres qui se sont lancés à leur compte? Oui, du coup, j'ai été diplômée et pour pas avoir trop le vertige de merde, c'est bon, ça y est, il faut se lancer, je sais pas quoi faire. Bon, on pose des CV, des portfolios, on est pris et c'est plus facile. Et on est salarié, on se pose pas de questions, on a un salaire à la fin du mois et c'est confortable. Ce qui permet du coup d'avoir un cadre pour à côté réfléchir à qu'est-ce qu'on aime, quelles sont nos limites, qu'est-ce qui me dérange dans ma pratique, Et en plus, comme je disais, comme j'ai pas beaucoup de prise de recul, ça me permet d'apprendre de ces structures-là aussi, puisqu'en fait, je connais pas assez les autres modèles, etc. Et comment ça s'est passé? Bien, du coup, puisque je suis là. J'avais envoyé des portfolios. Je voulais partir de Bordeaux, parce que j'avais fait le tour. Donc, je suis allée voir à Paris. Et voilà, pas mal de portfolios. Et aussi pour m'aider, ça je ne l'ai pas dit, mais effectivement, je pense que ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait une année de césure avant de passer mon PFE. Donc j'ai fait 4 ans à l'ENSAP. Je suis partie pendant 1 an faire des stages. Donc j'ai fait 2 stages en agence. Et c'est vrai que ça m'a aidé déjà pour mettre un truc sur mon CV et sur mon portfolio. Et déjà pour confirmer le fait que la maîtrise d'œuvre m'intéressait. Et voilà. Et ensuite, je suis revenue faire le PFE. En plus, pendant cette année de césure, j'ai pu réfléchir à un vrai sujet qui me tenait à cœur. Du coup, j'ai fait un projet de fin d'études qui vraiment m'a beaucoup plu et que j'étais assez contente de pouvoir le présenter. Et c'est pas souvent que ça arrivait. Et du coup, pour trouver un travail, c'était cool aussi. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être sur la question du comment je peux répondre passe, aussi, ouais. Pour le coup, du coup, c'est pas du tout le même parcours. Donc, comme je le disais, on a monté l'asso, on était encore étudiants. Donc, c'est vraiment ça qui a fait la bascule de manière assez normale. Après, alors je vais parler que pour moi, mais je savais que je voulais vraiment pas aller en agence. Donc, j'avais déjà beaucoup de doutes sur ma place au sein de l'école et sur ce vers quoi ça pouvait m'amener à l'issue du diplôme. Donc, j'ai un peu saisi ma chance, en gros, en créant moi-même une pratique qui me correspondait plus. D'où l'idée de faire une asso, puisque c'est quand même le plus simple quand on veut avoir un numéro de SIRET et un compte en banque. Qu'on est associé en fait à des statuts de micro-entrepreneur. Donc vraiment, pareil, la structure la plus facile à monter, qui permet de commencer à facturer, à trouver des clients. Et après, ce que je peux dire là-dessus, simplement, c'est qu'au bout d'un certain... Bon, déjà, il a fallu vivre d'amour et d'eau fraîche pendant 2 ans et demi, 3 ans, puisque quand on démarre de rien et qu'on connaît personne... on met du temps aussi à se faire identifier. Même encore aujourd'hui, après 10 ans de pratique, on sait qu'on pourrait faire beaucoup, beaucoup plus pour se faire connaître et identifier.
Et après, il y a aussi la question de la crédibilité, c'est-à-dire que quand on est en micro-entreprise ou en association, on n'a pas toujours l'image, en tout cas, que souhaiterait, enfin, l'image des partenaires avec qui voudraient travailler des grandes structures, voilà, comme, je ne sais pas, Bordeaux Métropole, ou des gros clients privés qui préfèrent travailler avec des sociétés bien établies. Donc voilà, c'est un détail que j'ai pas donné tout à l'heure, mais on a transformé l'association il y a 1 an en société, en partie pour ça, voilà, pour pouvoir avoir aussi une forme de crédibilité, voilà, un peu meilleure qu'en asso. Oui, je peux peut-être dire un petit mot pour les personnes qui s'intéressent à la recherche. Alors il y a des temporalités qu'on peut connaître assez vite en sortant de l'école. La première, elle est un peu particulière parce que c'est l'idée d'avoir un contrat doctoral avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Et ce qui rend ce truc particulier, c'est qu'a priori, il faut monter le dossier en même temps qu'on finit son PFE, parce que les dossiers sont à rendre au printemps, les oraux sont juste après. Et ensuite, il y a aussi une bourse potentiellement du ministère de la Culture. C'est des contrats doctoraux de 3 ans, et la culture s'est décalée dans le temps, donc c'est celle qui vient plus naturellement après l'obtention du diplôme, parce que ça doit être, les dossiers doivent être déposés à l'automne, ou au tout début de l'hiver, et puis les contrats sont alloués à partir de janvier, il me semble, ou février. Et après, il y a aussi le contrat CIFRE, que moi je ne connais pas très bien, mais qui permet d'être financé à 50% par un organisme privé, la NRT, ou public. Et par... Ah, ça c'est à 50%, et l'autre 50% est financé par un organisme, par l'État, voilà, c'est ça. Voilà. Et moi j'ai suivi aucun de ces axes-là, j'ai à peu près tout raté, et du coup on a monté un truc qui m'a permis effectivement d'avoir un contrat doctoral, mais plutôt avec le ministère de la Transition écologique à l'époque. D'autres questions ? Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, moi j'en ai plein évidemment, mais ça serait plus intéressant que ce soit vous qui les posiez. Non ? Ok, bah vous avez le temps de réfléchir pendant que je pose la mienne, surtout que c'est une corsée, celle que je vais vous réserver là. J'ai remarqué que dans toutes les présentations que vous avez faites, vous avez finalement beaucoup parlé d'engagement politique. C'est beaucoup revenu en fait, cette affaire-là, moi j'ai trouvé. D'engagement, j'ajoute politique, mais en tout cas d'engagement. Il y en a certains qui travaillent sur l'éthique. Vous avez parlé de posture. Beaucoup ont parlé de posture, certains ont parlé de contre-projet. C'est quand même, il y a quand même un engagement dans tout ça. Finalement, la question de l'éducation, il y a aussi une dimension un peu d'engagement, me semble-t-il. Donc je ne sais pas, je voulais vous interroger un peu là-dessus. Bah justement, est-ce que c'est moi qui ajoute politique? Quelle est la nature de cet engagement? Bon, je ne sais pas, c'est peut-être difficile comme question. Nous, on travaille déjà dans la sphère politique tous les jours, parce que c'est nos commanditaires, en fait, les collectivités. Donc la question, de fait, elle fait partie du contexte. Après, sur l'engagement que ça vient allumer pour travailler et pour répondre à toutes les questions qu'on peut, je pense, je parle peut-être au nom de plusieurs personnes ici, mais c'est aussi une matière de travail. Il y a une espèce de vocation, donc une question, une passion. Il y a des outils aussi qui sont là. Et du coup, l'engagement, c'est une matière de travail. Sans, on ne pourrait pas, nous, par exemple, on ne pourrait pas travailler. Alors après, il se pose sur plusieurs champs. Il peut être politique, il peut être social, il peut être environnemental, il peut être relationnel au sens de l'humanité ou toutes les philosophies du care, etc. Mais je pense qu'il est à la fois un outil, à la fois une matière de travail et aussi une commande en elle-même. Je pense que c'est ce qu'on vient chercher aussi quand les gens viennent toquer à notre porte. Oui. Ouais, moi je viens juste nuancer un petit peu. Effectivement, quand je parle de contre-projet, je casse un peu le truc, mais on n'y arrive pas, c'est ce que je disais, on n'y arrive pas encore systématiquement. C'est-à-dire que si à chaque fois on va au bout des engagements que j'ai mis, c'est pour ça que je les ai mis sur l'avenir, on y arrive parfois et parfois on n'y arrive pas.
Si on y va systématiquement, en fait, on vit effectivement d'amour et d'eau fraîche, voire même de rien, en fait, parce qu'effectivement, ça peut couper court à des projets. Donc, en fait, on essaye de se le mettre au fur et à mesure, mais c'est pas évident quand vous êtes une jeune agence. Il faut effectivement gagner en légitimité. Mais en tout cas, on essaye de se le mettre, parce que quand on a créé l'agence, on l'a fait aussi pour pas reproduire d'autres méthodes ou d'autres manières de faire qui nous déplaisaient. Donc on a essayé de se dire aussi qu'est-ce qu'on veut faire. Et donc on essaye de se le mettre un maximum comme ligne de conduite. En fait, à chaque fois, je dirais c'est presque un pourcentage, quoi. On a des projets où on arrive à obtenir 50% véritablement de ce qu'on veut, des engagements qu'on veut. Parfois c'est 10, parfois c'est 100, ça dépend. Mais c'est pas systématique, quoi. Voilà. Chris ? Oui, je sais pas trop par quel bord ou par quel coin aborder la question, mais en fait, je pense que cette recherche, moi, que j'essaie de mener là, qui intéresse finalement quasiment que moi, je pense que je l'ai adoré autant que je l'ai détesté, mais il y a un moment qui a été un peu bizarre, je pense, dans tout ça. C'est le moment des élections européennes et des élections législatives qui m'ont un peu touché, je pense, parce qu'en plus, il y a des personnes qui sont très proches de moi dans ma famille qui ont abordé ces questions de manière un peu particulière, et je me suis dit putain, mais cette recherche, en fait, c'est quoi dans tout cet univers, et plus largement la recherche, c'est quoi? Et c'est pour ça que Rémi m'a coupé en plein milieu, mais je commençais à aborder un petit peu ces questions politiques, justement, sur la question du genre dans l'espace public, sur la question des masculinités, sur la question de la manière dont toutes ces questions politiques et la manière dont l'extrême droite peut en partie infuser comme ça jusqu'à ces espaces qui nous concernent beaucoup. En fait, je pense que la recherche, effectivement, peut être l'art, les pratiques paysagistes, même s'ils sont un petit peu contraintes par des cahiers des charges, par des politiques locales, par des schémas, etc. Je pense que dans la recherche, effectivement, nous, on est obligés de s'en saisir, et ça m'a fait un peu bizarre, je pense, l'année dernière, de me rendre compte que j'aurais pu aborder un sujet de manière plus brutale, frontale, quoi. Je pense qu'on doit aussi se placer là, nous, et qu'on le fait peut-être pas assez, pas encore en tout cas. Et ouais, parce qu'il y a un impact très concret sur nous, nos métiers et notre vie professionnelle. C'est par exemple, tu en parlais Rémi en introduction, sur ce qui se passe en ce moment pour les collectivités, notamment les départements. Nous, on s'est retrouvés dans une situation où, par exemple, une de nos sources de revenus et de commandes, c'est le département de la Gironde, qui lance des dispositifs. Alors, c'est des petites choses, mais mis bout à bout, ça fait vivre pas mal d'acteurs dans la région. Donc, il lance des dispositifs de projets qui donnent des subventions pour aller dans les collèges, travailler sur l'environnement, la culture, l'artistique, etc. Du jour au lendemain, là, on était au mois de juin, juste avant l'administration des projets. Donc en gros, tous les acteurs de la région ont passé 1 an à tout préparer leur projet. Ils le déposent en ligne. Et du jour au lendemain, en fait, la plateforme du département est entièrement fermée. Il n'y a plus rien, plus de subventions, plus de culture, plus d'environnement. Donc c'est une décision politique. C'est le conseil d'administration du département qui l'a prise. Et du coup, l'impact, il est politique aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut plus travailler dans les collèges sur l'éducation à l'environnement, sur l'artistique, etc. Et du coup, c'est très concret. Donc pour nous, là, c'est sûr, par contre, il y a ta question sur les défis à venir. On n'a pas la réponse, à part rester là, essayer de subsister et continuer à défendre les valeurs qu'on défend. Mais il y a un problème qui nous dépasse aussi, parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin, j'ai envie de dire, et voilà, c'est très concret. Alors je ne sais pas, Bertrand et Zachary, pour vous, dans les filières sur lesquelles vous travaillez, si aussi il y a un impact à ce niveau-là. Sur les typologies de projets sur lesquels on bosse ? Ouais. On n'a pas encore cet impact, mais par contre, ce que tu dis me fait penser qu'on a un statut extrêmement fragile. Je pense que ce qui se passe avec le CAE, ce que tu as dit tout à l'heure, Rémi, ça en est l'exemple. C'est-à-dire que nous, quand on était étudiants, on avait effectivement l'impression qu'on commençait seulement à être plus légitime. Mais en fait, c'est extrêmement fragile, cette légitimité et cette place qu'on a, même si on a de plus en plus de paysagistes un peu dans tous les services, au ministère, dans les collectivités, etc. C'est clairement pas, en plus, vu comment les choses se passent d'un point de vue politique, c'est clairement, ça peut du jour au lendemain ne plus du tout être une orientation, un objectif pour les gens qui nous gouvernent. Donc c'est extrêmement fragile.
Donc je pense que ça peut nous impacter. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les projets de maîtrise d'œuvre, sont, notamment en paysage, sont encore présents parce que ce sont des outils aussi électoraux, de position pour les gens politiques. Donc il n'y a pas encore de grand retrait, mais oui, ça pourrait... Ouais. Si je peux rebondir sur ce que tu dis, je pense que effectivement les maîtrises d'ouvrage, elles sont obligées un peu, enfin les métropoles, etc., de montrer à leurs habitants qu'ils vont améliorer le cadre de vie, planter plus, enfin, toujours ce que tu disais dans le quantitatif, ce qui est un peu dérangeant et qui est évidemment politique. Et même s'ils commencent à engager de plus en plus de paysagistes et à donner une place aux paysagistes, donc pas seulement parce qu'il y a aussi beaucoup d'architectes par exemple qui font de l'espace public, mais qui ont peut-être pas la même culture du paysage, qui ont aussi une autre culture qui est tout à fait légitime pour faire de l'espace public, mais enfin bref. Et du coup, ce que je voulais dire, c'était que peut-être dans une manière très opérationnelle et très concrète aussi, il y a parfois des gènes avec... Ils vont vendre une belle image de projet qu'on avait fait en esquisse avec plein d'arbres et une grande pelouse qu'on avait dessinée parce qu'on voulait que les gens viennent s'installer et profiter de cette pelouse à l'ombre. Et en fait, quand on va passer à une phase plus détaillée du projet, on va nous dire « Ah ben non, on ne peut pas faire un espace où les gens vont se poser parce que les gens vont commencer à boire, les gens vont commencer à faire des nuisances, les gens vont commencer à faire du bruit. » Et il y aura on entend des choses de la part d'élus ou de services techniques qui parfois vont à l'encontre de nos valeurs et ça peut être très impactant et très dérangeant parce que du coup on se dit ah ben mince, il me demande de planter de l'arbustif ou des strates qui vont empêcher des gens de se poser alors que nous on voulait faire un lieu convivial où il y a de la rencontre alors qu'eux ils veulent empêcher ça et donc parfois ça devient des outils c'est comme on le voit même maintenant ils font des arrêts de bus où ils mettent des trucs pour que les gens ne dorment pas enfin ils font comment on appelle ça de l'urbanisme de contrôle défensif repoussoir. Et je pense qu'on a des questions à se poser sur comment on s'engage et comment on répond à ce genre de questions qui peuvent paraître anodines, alors qu'en fait, ça change tout un pan de notre proposition, quoi. Voilà. Mais comme ces politiques qu'on est tenues à des plannings, etc., c'est toujours des questions un peu d'agilité entre le discours et comment on peut contourner ça, quoi. Merci, on va prendre une autre question. Jean-François. Moi, c'est juste une toute petite question technique pour Chris. C'était juste pour savoir le nom de l'outil qui vous permettait de relier tous les mots entre eux, de créer ces espèces de... Enfin, si c'est public. Ça s'appelle Iramutec, I-R-A-M-U-T-E-Q. Et ouais, c'est public parce que c'est une université qui l'a créé, donc c'est disponible en ligne. C'est un peu chiant à installer, mais... Oui, bonjour à tous. Jean-Pierre Thibault, collectif Paysage après pétrole. Plein de petites questions. Parce que ce qui est intéressant de voir cette relève là qui est devant nous, c'est que il y a des postures professionnelles qui sont extraordinairement diverses. Et ça, c'est quand même très encourageant. D'abord, c'est pas tous les deux dans le même panier. Et puis d'autre part, c'est vraiment une diversification du métier qui est très des débouchés du diplôme qui est là devant nous. Il en manquait un peut-être, et qui est important, c'est le service public. Il y a des paysagistes, parce que pour passer des commandes, il faut aussi des gens capables de rédiger un cahier des charges ou de faire une conduite d'opération qui ne soit pas trop ignorante. Il y a quand même des gens diplômés des écoles de paysage qui sont aujourd'hui dans les collectivités locales, le CIE, bien sûr, qui est quasiment c'est pas une collectivité locale, excusez-moi. Mais enfin, bon, ils sont dans des structures publiques, y compris dans des endroits où on ne serait pas trop à leur place ou très peu. Enfin, dans les collectivités territoriales, aujourd'hui, il faudrait peut-être qu'on fasse une étude, mais il y en a peut-être quelques dizaines en toute la France. Il y a l'intermédiaire qui est un peu le conseil, les paysagistes conseils de l'État, qui ne devrait pas seulement être de l'État d'ailleurs. Il n'y a pas de raison de faire de la vacation. On peut en faire hors État dans des collectivités. Ça, c'est une première question. Il y en a plein. Deuxième question, vous avez abordé dans la pratique de la concertation et de la discussion, je ne sais plus qui a dit que c'était vraiment un des moments les plus intéressants du métier, et discuter avec les gens. Donc en gros, ça pose le problème de la démocratie. Le paysage est-il une valeur démocratique par rapport à d'autres métiers d'ingénierie, où là, il n'y a qu'une seule réponse. Le paysagiste, peut-être qu'il est un peu plus, parce qu'il fait participer les citoyens, dans une posture
de promotion de la démocratie. Hypothèse. Enfin, hypothèse que j'espère bien véridique. Troisièmement, la transition écologique. Difficile aujourd'hui d'avoir un métier, quel qu'il soit, qui touche notamment à l'aménagement de l'espace, sans en parler, sans la pratiquer, à différents domaines. L'îlot de chaleur, être à l'ombre. Et les éoliennes, où est-ce qu'on les met, hein? Et les panneaux photovoltaïques, ça scintille, c'est pas beau, c'est bizarre. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se contente de les planquer? On ne peut pas. Zut, comment on fait? La biodiversité, le vivant. Le paysagiste, c'est ce qui travaille sur le vivant. Donc une posture qui est fatalement en prise avec cette énorme transformation, non seulement de la société, mais de l'humanité. Comment on va vivre dans 2 ou 3 générations? Vous verrez, nous pas, comment ça se passe après 2050. Ben, c'est pas terrible tel que ça nous se présente aujourd'hui. Et puis, dernièrement, enfin, pourquoi les paysagistes ne sont-ils pas plus présents dans la politique? Pourquoi n'y a-t-il pas des élus qui sont paysagistes? Il y a des élus architectes, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns. Des élus paysagistes, je ne sais pas où il y en a. Il y en a. Mais ça serait bien de les... J'en connais. Ah, ça serait bien de les faire venir et puis de leur demander... parce que je pense que c'est une expérience de paysage qui pourrait être intéressante. Il y a eu Isabelle, Auricoste, et puis il y en a eu d'autres. Moi, je réponds à votre première remarque, qui était celle des collectivités, des paysagistes en collectivité. Vous avez tout à fait raison. On aurait dû réussir à trouver quelqu'un, mais voilà, l'organisation fait qu'on n'a pas réussi à trouver. On aurait dû effectivement réussir à avoir quelqu'un d'autre. Alors, on avait quelqu'un qui en plus pouvait répondre aux 2 questions. Il y avait Sophie de Stoppeler ce matin, paysagiste en Dréal et élue de sa commune. On avait. Sur les 2 autres, c'était, je me souviens, les 2 autres questions, c'est transition écologique. Eh ben, bonne chance. Démocratie et transition écologique, rien que ça. Bonne chance. Juste un petit mot par rapport à la question des paysagistes dans les collectivités publiques. Ce que je peux dire pour notre expérience aux Bobines, c'est qu'on a quand même un certain nombre de commandes qui sont arrivées par le biais de paysagistes travaillant dans des collectivités publiques. Donc c'est quand même hyper important que des gens parmi vous se dirigent à un moment donné vers ces institutions, puisque vous êtes un relais en fait hyper important pour des paysagistes qui auraient choisi peut-être des voies un peu particulières, mais qui savent par contre ce qu'est justement, on y revient encore, cette posture de paysagiste, quel que soit l'outil qui est mobilisé, et qui savent quel intérêt ça peut avoir pour leur institution, qui est, nous dans notre cas, on a travaillé avec les paysagistes du conseil départemental, les paysagistes des CAUE, les paysagistes de la DDT, voilà, de la Dordogne, enfin, et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'à chaque fois, cette personne-là, percevait assez bien, voilà, nos outils, nos intentions, et pouvait, voilà, faire le relais avec les autres. Je ne sais pas si vous voulez réagir sur d'autres points. Transition énergétique. C'est pour Bertrand, ça. Ouais, c'est pour moi. Non, j'étais en train d'y réfléchir, du coup, ça se trouve, je vais dire une bêtise. Hein. Sur la transition énergétique, je pense au plan paysage qu'on a en ce moment, où on attaque notamment des sujets sur les parkings des supermarchés, les grandes emprises, où on sait bien que quand on va leur dire on met des arbres, etc., et il y a aussi le sujet photovoltaïque. Je pense qu'on y arrive en leur inculquant une culture paysagère, une culture du paysage. On le fait déjà avec les pôles territoriaux de la métropole, qui sont des ingénieurs voirie, qui nous expliquent que pour eux, en fait, l'arbre, c'est une contrainte. Et c'est ce qui arrive en dernier, en fait, une fois qu'on a placé les réseaux. Mais en fait, on se rend compte, on fait des journées dans les services avec Michel Pénin, et on se rend compte au fur et à mesure que quand on prend le temps d'étudier chaque profil, chaque petit projet, on leur explique qu'en décalant un peu ça, qu'en travaillant avec le concessionnaire réseau, on arrive à décaler. Et puis finalement, là où un projet avait initialement prévu pas d'arbre, on arrive à mettre un alignement, on arrive à... Donc en fait, je pense que c'est un travail très long, mais en fait, c'est ajouter du paysage. C'est pour ça, tout à l'heure, vous avez parlé des ingénieurs. Je pense qu'au contraire, en fait, les ingénieurs, il faut leur inculquer une culture du paysage. Comme les architectes, par exemple. Si je prends les architectes, nous, quand on était étudiants ici, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de culture paysagère.
Aujourd'hui, on a des architectes avec qui on bosse et qui ont une vraie culture du paysage, vraie culture du paysage, qui nous demandent, sur lequel on participe sur l'implantation dès le départ d'un bâtiment. On a plus notre place, et parce que je pense que petit à petit s'est mis en place une culture paysagère de leur côté, ce qui n'est pas toujours le cas, je pense. Tiens, Chris. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je pourrais dire? La démocratie. Non, mais il n'y a pas d'obligation. Non. Non, mais je veux dire, t'es pas obligé de répondre. Ouais, sur la question démocratique, de toute façon, c'est une question qui est, j'allais dire, en suspens, mais en fait, elle l'est depuis peut-être depuis des dizaines d'années, déjà chez les paysagistes et sur le paysage de manière générale. Enfin, je crois que c'est un objet qui a d'abord été étudié par tout le monde, sauf les paysagistes, les géographes, les historiens, etc. Les paysagistes sont finalement arrivés un peu plus tard, quoi, dans les années 80, peut-être un petit peu avant. Et en fait, effectivement, on se pose la question de cet espace démocratique. Je ne sais pas trop. Il me semble que c'est un espace, si on parle d'espace public, par exemple, plutôt républicain, quoi, au sens de la chose commune. Et après, est-ce qu'il doit être démocratique? Là, je laisse plutôt aux personnes qui travaillent directement dessus le soin de répondre à cette question, parce qu'effectivement, je sais pas, moi je pense un petit peu à des projets. Je voyais un projet de TCPC là sur une cour d'école où on fait intervenir du coup les enfants sur le projet. Bah, du coup, d'un coup, cet espace devient un espace démocratique. On vote. Enfin, je sais pas exactement comment ça se passe. Je vous laisserai peut-être en parler, mais et effectivement, cette question de la concertation, cette question de la démocratie participative pose souvent question dans les quelques écrits que j'ai lus qui sont passés, où en fait on est toujours en train de se poser la question de cette espèce de dichotomie entre le paysagiste démiurge, là, spatialiste, qui prend les décisions, et puis de l'autre, celui qui ouvre. Moi, ça me paraît toujours un peu trop délicat, peut-être comme question. En tout cas, on sent, et c'est ce que j'essayais tout à l'heure, peut-être un petit peu de manière un peu maladroite, mais sur la question de l'espace public, en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose à gérer. J'ai absolument aucun moyen de savoir si c'est les paysagistes qui sont le mieux placés. J'ai l'impression que oui, ou en tout cas qui sont très bien passés, parce qu'on a peut-être un petit peu plus cette culture, notamment du souci social, enfin du souci de ce que les gens ont envie de nous raconter sur des espaces, sur des territoires qu'ils habitent. On développe notamment beaucoup la question de l'habitant, et de l'habitante, qui peut-être est aussi un petit peu au centre de cette question démocratique, quoi. De loin, parce que je suis loin dans mon laboratoire, j'ai l'impression, en tout cas à beaucoup de moments, il me semble qu'effectivement c'est toujours compliqué de résoudre ces choses de manière purement démocratique. Enfin, il y a un moment où il y a quelqu'un qui doit asseoir une décision, mais j'avoue que c'est un regard très lointain, quoi. Bah oui, ça pose la question de la nuance entre le droit et le devoir. Moi, je pense qu'on est dans l'ordre du devoir, c'est-à-dire on a un devoir républicain et démocratique. Et c'est pas juste un droit, une mode, c'est un devoir. Et les habitants l'ont aussi, ce devoir, normalement. Nous, ce qu'on fait, par exemple, tu parlais du collège, qui est un des projets où on développe ça, mais c'est de l'éducation civique. C'est-à-dire que le point de départ, c'est de dire, nous, on est paysagistes, on peut dessiner une cour. Mais c'est pas ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce que vous vivez ici? Qu'est-ce que vous en pensez? On leur apprend aux enfants à faire de la lecture critique. Donc, c'est eux qui font leur diagnostic, c'est eux qui vont en copie le défendre devant un département et expliquer ce qu'ils vivent, expliquer ce qu'ils ont besoin, et puis déclencher des subventions et puis dessiner des projets. Donc, c'est vrai que pour nous, il y a cette dimension qui est énorme et qui a aussi un grand sujet de travail. Après, pour revenir, je trouve aussi sur la question de l'élu. Nous, le problème souvent, c'est que l'élu, il est incompétent en fait. Donc, enfin, il a une utilité pour lever mais il a pas de. Effectivement, ils sont pas formés. Ils ont des droits à la formation, mais ils les consomment pas. Donc, effectivement, il y a un problème si jamais l'élu se positionne en blocage. Nous, ça nous arrive sur, par exemple, tout ce qui est lié au genre. On bosse avec le département des Pyrénées-Atlantiques. Donc ils nous emploient pour faire des études sur les cours de collège public.
prisme des violences de genre, égalité d'accès à l'espace, filles, garçons, autres. Les techniciens, techniciennes avec qui on bosse, tout se passe bien. Alors pourtant, on leur a retourné le cerveau, quoi. Ils dépensent 200 000 € dans des toilettes tous les 2 ans. Donc forcément, quand on commence à dire, bah oui, tes toilettes, c'est un crime contre l'humanité, il faut les changer. Donc eux, ils sont comme ça parce qu'ils en dépensent des sous et des sous. Et en fait, le problème, c'est qu'au-dessus d'eux, ils ont l'élu. Et donc même si eux, on arrive à les acculturer, à les faire bouger, chercher... bouger les services mobiliers, aménagement, je veux dire, c'est long, quoi. C'est laborieux. On y arrive. Mais l'élu en haut qui change tous les 3-4 ans parce qu'il y a un turnover quand même. Et lui, il est pas au rythme, en fait. Du coup, le projet, il le connaît pas. Souvent, il arrive un peu soit pendant, soit après. Et puis, en fait, comme il y a des débats politiques à mener... que ça soit en conseil des maires, conseil des Comcom ou même par rapport à la population, ils n'ont souvent pas envie de s'exposer à ce genre de débats qui sont polémiques. Donc nous, c'est un des problèmes aussi qu'on rencontre. Et à part la patience, on n'a trouvé aucune autre réponse. Donc on s'arme de patience et on continue à dire les mêmes choses. Mais ouais, il y a un travail d'acculturation à faire des élus, des techniciens, qui est assez énorme. Ok. Vous avez des choses à ajouter? Je prends une dernière question. Voilà, ce qui fait que je vais vous le laisser. Bonjour, merci pour vos présentations. J'avais une petite question parce que du coup on est dans le cadre de l'insertion professionnelle et on nous demande un peu ce qu'on veut faire après le diplôme et je sais qu'on est pas mal hésitant, enfin de ce qu'on a pu entendre dans la promo sur notre légitimité à être paysagiste et dans quoi on va se lancer vraiment. Et vous êtes plusieurs à avoir fait des projets, à avoir pris des commandes déjà en étant étudiant, dans l'association ou pour le Bergère Aqua, pour l'atelier TCPC. Et du coup, je voulais savoir comment vous voyez ça, parce que c'est quand même un peu courageux en tant qu'étudiant de répondre à ce genre de projet. Et, voilà, c'est un peu ouvert, mais sur la légitimité à faire projet. Alors après, je pense qu'on n'est pas tout à fait la même génération de paysagistes, ou en tout cas d'étudiants, dans le sens où à l'époque où on a fait le cursus, c'était assez moins sport au niveau du rythme, en tout cas de la manière dont le rythme des années était cadré. Moi, j'ai fait mon TPFE sur 1 an et demi, en gros, par exemple, donc mon mémoire de fin d'études. Au milieu du cursus, j'ai pu prendre 1 an de césure pour faire du stage, et voir, ou pas d'ailleurs. Enfin, disons que j'ai l'impression que c'est un peu plus difficile peut-être de bifurquer maintenant, en tout cas par rapport au rythme initial tel qu'il est conçu aujourd'hui. C'est peut-être que... Voilà, très bien, Rémi donnera le contrepoint de ça. Après, je pense surtout ce qu'il faut... Enfin, pareil, je parle vraiment à partir de ma propre expérience. Il faut y aller sans prétention, et puis surtout, il faut y aller en attendant rien. Et notamment au niveau financier, il faut être prêt à faire les choses pour rien ou pas grand-chose. Puisque c'est justement dans cette non-condition financière qu'on peut s'entraîner, qu'on peut apprendre à faire des choses dans des cas professionnalisants, on va dire. Donc en tout cas, nous, on a vraiment réussi à se faire un peu notre parcours en faisant un certain nombre de projets pour très peu, voire rien du tout, mais qui nous ont permis d'apprendre à travailler, en fait. Et on s'est rendu compte d'un truc en sortie d'école, c'est que, et pour le coup, ça, je sais qu'on le partage avec pas mal de collègues sortis de l'école à peu près en même temps que nous. L'école nous a surtout formés à apprendre, en fait. Et en fait, quand on sort de l'école, je crois qu'on ne sait pas faire grand-chose à part apprendre le métier, en fait. Et du coup, faut profiter de la fin de l'école pour se dire que c'est un nouveau départ pour apprendre le métier vers lequel vous voulez aller avec votre diplôme de paysagiste. Puis il y en a 1000 différents, quoi. Donc c'est... Voilà. Moi, je ne vais pas plus loin, mais... Je
Rémi rebondir sur... Non, mais vas-y, c'est pas moi de... Par rapport à la formation, vu que tu es enseignant ici. Non, mais je crois que vous avez... oui, je pense que vous avez largement autant de possibilités, voire plus, pour faire des choses à côté de l'école. On donne avant la parole pour cette... Une petite question qui va rebondir sur ce que dit Max. Ma question, elle est un peu sur... je pense que de notre génération, on est beaucoup à vouloir, peut-être je me trompe, à vouloir sortir de ce cliché type de on fait l'école, il faut direct à 23 ans avoir un taf et aller bosser. Et moi, par exemple, mon cas, c'est avoir mon diplôme et pas du tout de suite aller bosser et faire d'autres choses. Mais sauf que j'ai l'exemple de, par exemple, mon grand frère qui est sorti d'études, qui a fait ça pendant 5 ans et il se retrouve maintenant, il n'a pas du tout de taf parce que il n'a pas de ligne comme quoi tu es sorti de ton école, tu as bossé. Est-ce que vous conseillez plutôt du coup de sortir, faire 1-2 ans où on travaille, on a au moins des lignes sur le CV pour pouvoir, quand on va revenir de potentiellement ces voyages, ces expériences, pour pouvoir être sûr d'avoir un backup pour être pris, ou est-ce que vous nous direz plutôt de partir et en vrai quand on reviendra on aura quand même du taf? Je sais pas si j'ai été compréhensible. Moi, je te donne mon exemple à moi. Moi, je suis parti au Pérou. À la base, je devais partir 6 mois juste pour faire un petit stage de service civique parce que je savais vraiment pas du tout quelle direction prendre. Je suis resté 2 ans. Ça m'a ouvert plein de portes sur les sujets agroforestiers. Ça m'a donné plein de projets. Et je suis retombé après sur mes pieds. J'ai retrouvé un boulot d'abord en freelance. Et c'est cette indépendance-là, la prise en main d'un projet de A à Z où j'étais avec des gens qui n'avaient pas du tout la culture du paysage et qui m'ont demandé de créer presque ma mission dans cette ONG parce qu'on ne savait pas exactement qu'est-ce que j'allais faire pendant 6 mois. Et au contraire, ça m'a donné une grande indépendance, des responsabilités. Et aujourd'hui, ça nous sert dans notre création d'agence avec Zach. Donc, vas-y. Hein. Nous, on peut raconter des trucs, mais je ne sais pas si ça sera très utile, parce que c'est quand même un statut particulier qu'on a. Nous, ce qu'on a vécu de positif, en tout cas, c'est qu'on a commencé à bosser en arrivant à l'école, presque. Je crois, on a fait notre statut, parce qu'on dessinait. Du coup, on est devenu perspectiviste, quoi. On faisait des dessins pour des archis, des jardins botaniques. On a commencé comme ça. Et puis après, on a vite monté ce petit collectif qui est devenu... avant même de le monter, on a eu des commandes professionnelles, des chercheurs qui nous appelaient pour dessiner leur cartographie. Et du coup, ça, c'était hyper positif. Si vous avez des occasions de faire ça parce que vous avez un petit talent à vous ou un kiff personnel que vous pouvez valoriser... nous, quand on est sortis de l'école, du coup, ça s'est passé de manière hyper douce. On était déjà en train de bosser, quoi. Et nous aussi, on a pris notre année de césure pour faire des stages, faire des scénarios, des contre-scénarios de vie professionnelle. Puis en fait, ça s'est fait tout seul. On a été les premières surprises d'avoir du taf dans notre domaine bizarre. Et puis ça s'est jamais arrêté, ça fait 14 ans. Donc en tout cas, un des conseils, c'est aussi, c'est bien de penser à sa sécurité, tu vois, professionnelle, d'avoir un taf et tout. Mais surtout, n'oubliez pas de vous poser des questions... de formation personnelle, quoi. D'avoir quelque chose à côté qui fait que même si finalement vous allez vous ennuyer dans une agence, comme tu avais l'air de dire que ça peut être une des projections, ben, l'idéal, je sais pas, ça serait de trouver un petit mi-temps dans une agence et de garder du temps pour faire ses projets à soi, se former sur d'autres disciplines qui peuvent être super complémentaires. Très bien, merci. On s'arrête là ? Ouais, je pense que sur ces belles paroles...